Bonsoir et bienvenue. Ce soir, sur Vestiges du temps, nous allons remonter le cours des âges, loin, très loin en arrière, vers un monde à la fois étrangement familier et totalement étranger. Imaginez une planète enveloppée par le froid, où d'immenses manteaux de glace s'étendaient sur les continents, où des animaux colossaux erraient à travers des prairies figées et où nos propres ancêtres se blottissaient près du feu, sculptant des outils et des histoires dans l'os et la pierre. Ceci est l'âge de glace. Non pas un instant fugace, mais une ère qui s'est étirée sur des millions d'années, façonnant la Terre que nous connaissons aujourd'hui d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Avant de commencer, prenez un moment pour vous installer confortablement. Peut-être m'écoutez-vous tard, dans la nuit, bercé par le bourdonnement silencieux du monde endormi. Peut-être cherchez-vous simplement un refuge calme pour laisser votre esprit dériver tout en apprenant. Quoi qu'il en soit, faisons de ceci un voyage lent, une traversée où il n'est nul besoin de se presser ni de surveiller l'heure, car si l'âge de glace était froid, il se mouvait à un rythme si graduel que des vies entières passaient sans que personne ne remarque que le monde changeait. La première chose à comprendre est que l'âge de glace n'était pas un unique et long gel ininterrompu. C'était un cycle, une respiration lente faite de périodes glaciaires intenses et d'intervalles plus cléments, appelé interglaciaire. Le climat de la Terre oscillait ainsi sur des dizaines de milliers d'années, guidé par des changements subtils dans l'orbite de la planète, son inclinaison, et même la façon dont elle vacillait telle une toupie céleste. Ces variations de la lumière solaire ont remodelé le monde si complètement que les océans se sont retirés. Des ponts terrestres ont émergé des abysses et des écosystèmes entiers allaient et venaient comme des marées à une échelle titanesque. Mais ne commençons pas tout de suite par la science. Visualisez plutôt le monde lui-même. Vous vous tenez sur ce qui sera un jour l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord ou la Sibérie. L'horizon n'est pas encombré de villes ou de forêts. À la place, il y a un mur de glace haut de plusieurs centaines de mètres, s'étendant plus loin que le regard ne peut porter. L'air est coupant, sec et lourd de l'odeur métallique de la neige. Et pourtant, malgré le froid, le paysage n'est pas sans vie. Sur les plaines gelées errent des troupeaux de mammouths laineux, leurs défenses courbées luisant faiblement sous la lumière pâle. Des paresseux terrestres géants traversent lourdement les terres des Amériques, tandis que des félins à dents de sabre s'accroupissent bas dans les herbes, leurs muscles tendus, leurs longues canines capturant la lumière comme de l'ivoire poli. Plus au sud, là où la glace n'a jamais atteint, il y a encore des forêts et des rivières. Et dans ces poches de chaleur relative, les humains trouvent des moyens de survivre. Ils suivent dans les troupeaux, chassent avec des lances aux pointes de pierre et se rassemblent autour des feux pour partager le peu de chaleur que le monde autorise. Ils ne savent pas qu'ils vivent dans ce que nous appelons l'âge de glace. Pour eux, c'est simplement la vie. Et c'est là l'étrangeté du passé profond. Ce n'était pas un désert gelé d'un pôle à l'autre. Alors que les continents du Nord étaient verrouillés sous la glace, l'équateur restait assez chaud pour que des jungles et des déserts existent. La vie s'est adaptée, elle a bougé, elle a enduré. La Terre durant l'âge de glace n'était pas seulement plus froide, elle était plus sauvage, plus intense et pleine de contrastes. L'histoire commence bien avant que les humains n'entrent en scène. Depuis des millions d'années, notre planète oscille entre le froid et le chaud. Chaque phase laissant ses marques dans la pierre et le sol. Les scientifiques ont reconstitué ce puzzle à partir d'indices cachés dans des carottes de glace forées profondément en Antarctique et au Groenland. Couche après couche, ces carottes piègent de minuscules bulles d'air ancien, nous offrant une archive de l'atmosphère telle qu'elle était il y a des centaines de milliers d'années. Grâce à elles, nous savons que l'âge de glace n'est pas arrivé d'un coup. Il a rampé, les glaciers avançant lentement, puis reculant, puis avançant de nouveau, comme une marée broyant la roche en poussière. À mesure que la glace croissait, elle remodelait la terre sous elle. Les montagnes furent sculptées en pics déchiquetés. Les vallées se creusèrent. D'énormes rochers furent poussés à travers le paysage comme de simples cailloux, abandonnés là lorsque les glaciers finirent par se retirer. Encore aujourd'hui, si vous marchez à travers certaines parties du Canada, de la Scandinavie ou du nord des États-Unis, vous pouvez voir ces cicatrices, des lacs écurés par la glace en mouvement, des vallées en forme de U qui racontent l'histoire de glaciers disparus et des roches transportées à des centaines de kilomètres de leur lieu de naissance. Mais ce n'est pas seulement
la Terre qui a changé. Les océans ont chuté de plus de 100 mètres, l'eau se retrouvant prisonnière des calottes glaciaires. Des continents entiers se sont agrandis. L'Asie et l'Amérique du Nord furent jointes par un pont terrestre que nous appelons aujourd'hui la Béringie, une autoroute gelée à travers ce qui est maintenant le détroit de Bering. Ce pont n'a pas seulement façonné la géographie, il a façonné l'histoire. Il a permis aux humains et aux animaux de migrer entre les continents, dispersant la vie à travers le globe d'une manière qui résonnerait pendant des millénaires. Imaginez-vous debout sur ce pont. Le vent balaie la toundra ouverte, charriant une neige qui ne se pose jamais tout à fait. Des troupeaux de caribous et de mammouths se déplacent en ligne régulière, broutant l'herbe rare et sèche qui survit miraculeusement ici. Des loups les traquent à distance, leur fourrure épaisse formant un rempart contre le froid, et, suivant le tout, de petits groupes d'humains avancent péniblement, enveloppés de peau, leur souffle formant des volutes dans l'air. Chaque pas qu'ils font les rapproche d'un nouveau monde. Et ce qui est assez remarquable, c'est à quel point tout était interconnecté. Lorsque la glace s'étendait, la Terre s'asséchait car une grande partie de l'eau de la planète était verrouillée dans les glaciers. Les déserts s'étendaient et les grandes forêts tropicales rétrécissaient. Là où il y avait eu autrefois un vert infini, il y avait maintenant des plaines ouvertes s'étendant sur des kilomètres. Ce vaste environnement de steppe, la steppe à mammouth, comme les scientifiques l'appellent parfois, couvrait une grande partie de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord. C'était un lieu rude, mais riche en vie, foyer d'immenses troupeaux d'herbivores capables de soutenir à la fois les prédateurs et les premiers chasseurs humains assez courageux pour les suivre. Pourtant, malgré toute son ampleur et sa sévérité, l'âge de glace n'était pas immuable. Toutes les quelques dizaines de milliers d'années, la glace reculait, les températures montaient et la planète verdissait à nouveau. Les rivières gonflaient, les forêts revenaient et les grandes prairies rétrécissaient. Ces périodes plus chaudes ne duraient pas éternellement. Inévitablement, les glaciers rampaient de nouveau vers l'avant, lents mais implacables, jusqu'à ce que le monde gèle encore une fois. C'est durant l'un de ces intervalles plus chauds que les humains ont commencé à prospérer, apprenant à tailler la pierre en lame, à peindre leur vie sur les parois des cavernes et finalement à sortir entièrement du monde de l'âge de glace pour entrer dans ce que nous appelons maintenant l'histoire. Malgré cela, les empreintes de cette ère gelée n'ont jamais disparu. Nous les voyons non seulement dans la terre, mais en nous-mêmes. Nos migrations, nos mythes, même nos corps portent encore les traces de ce temps. Et pour comprendre vraiment la terre sur laquelle nous vivons maintenant, nous devons retourner dans ce monde figé, regarder la glace bouger et les grands animaux errer, et nous souvenir que le monde a été bien des choses avant de devenir celui-ci. Alors, continuons notre marche vers le froid. Le vent se lève et l'horizon est blanc de neige. Mais il y a plus à voir, car ceci n'est que le début, et l'âge de glace a encore beaucoup à nous montrer. Le froid n'est pas venu soudainement. Il s'est glissé sur la Terre par vagues lentes et silencieuses, si graduelles qu'aucune vie humaine n'aurait pu ressentir le changement. Mais sur des milliers d'années, la transformation fut inarrêtable. Elle commença par de petits décalages dans l'orbite de la planète, des inclinaisons et des oscillations si légères qu'elles sembleraient insignifiantes pour quiconque se tenant au sol. Pourtant, ces mouvements subtils changèrent la quantité de lumière solaire atteignant les parties septentrionales du monde. Et peu à peu, les étés devinrent plus frais. La neige qui fondait autrefois chaque année commença à s'attarder, et avec le temps cette neige persistante durcit pour devenir de la glace. Il est presque impossible d'imaginer à quel point le monde semblait différent avant que cette transformation ne commence. Une grande partie des continents du Nord était verte, couverte de forêts et de plaines ouvertes. Les rivières coulaient librement et les animaux broutaient sur des terres qu'aujourd'hui nous ne connaissons que comme de la toundra gelée. Mais alors que les siècles passaient et que chaque été échouait à effacer les neiges de l'hiver précédent, une lente accumulation débuta. Couche après couche, année après année, jusqu'à ce que la neige se tasse sous son propre poids et devienne glace. De ces débuts, les premiers glaciers naquirent, et une fois qu'ils commencèrent à bouger,
Rien ne put les arrêter. Les grandes calottes glaciaires ne sont pas simplement apparues. Elles ont avancé comme des armées, pouce par pouce. À leur apogée, ces glaciers étaient si massifs qu'ils enterraient des paysages entiers, avalant montagnes et vallées sans distinction. La calotte glaciaire des Laurentides s'étendait sur une grande partie de l'Amérique du Nord, recouvrant le Canada et plongeant profondément dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis. En Europe, la calotte phéno-scandinave couvrait la Scandinavie et poussait vers le sud, remodelant la Terre de son poids écrasant. Dans l'hémisphère sud, même les hauts plateaux d'Amérique du Sud et de Nouvelle-Zélande portaient leur propre couronne glacée. L'air lui-même changea à mesure que le monde refroidissait. Quand tant d'eau fut enfermée dans la glace, les océans chutèrent, exposant de larges étendues de terre qui avaient été jadis cachées sous les vagues. Les vents écuraient les plaines ouvertes, transportant la poussière sur des centaines de kilomètres, la déposant en couches épaisses qui gisent encore enfouies sous le sol dans certaines parties de la Chine et du Midwest américain. Dans ces conditions sèches et venteuses, les forêts se flétrirent, les prairies s'étendirent, des écosystèmes entiers glissèrent vers le sud en quête de chaleur. Mais la Terre n'est pas une machine simple. Son climat a toujours été le résultat de nombreuses forces travaillant de concert. Et bien que les changements orbitaux aient initié le processus, il n'était pas seul à façonner l'âge de glace. Des éruptions volcaniques envoyèrent cendres et gaz dans le ciel, obscurcissant la lumière du soleil et refroidissant l'atmosphère encore davantage. Les océans aussi jouèrent leur rôle alors que les courants changeaient de trajectoire et verrouillaient plus de chaleur dans les profondeurs. Avec le temps, cette boucle de rétroaction de refroidissement se nourrit d'elle-même jusqu'à ce que la planète s'installe dans un état très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, même dans ce monde gelé, la vie a perduré. Les plantes s'adaptèrent au froid, se répandant aux lisières des glaciers, tandis que des herbes robustes colonisaient les vastes steppes. Les animaux suivirent. Mammouths laineux et mastodontes, leurs lourds manteaux et leurs graisses épaisses adaptées aux vents amers, erraient en troupeaux immenses. Bisons, bœufs, musquets et rennes parcouraient les plaines ouvertes, broutant sans fin la toundra sèche. Pourtant, cette planète gelée n'était pas morte. Elle changeait, façonnant la terre, les mers et finalement le destin des humains qui apprendraient à y survivre. Et ainsi, le décor était planté. Une planète enveloppée de glace, un paysage sculpté par des forces trop vastes pour être vu, et un monde où la survie signifierait l'adaptation, d'une manière qui n'avait jamais été affrontée auparavant. De cette scène gelée, l'histoire de l'âge de glace allait véritablement commencer, un pas lent à la fois. Quand la glace régnait sur la Terre, ce n'était pas seulement la Terre qui semblait immense. Les créatures qui marchaient dessus ne ressemblaient à rien de vivant aujourd'hui. C'était un âge de géants, façonné par un monde à la fois impitoyable et vaste, où la taille elle-même était une stratégie de survie. Se tenir dans ce monde aurait été se sentir petit, peu importe qui ou quoi vous étiez. Les grands troupeaux arrivèrent en premier. Imaginez une plaine sans fin, froide et balayée par les vents, mais vivante de mouvement. Les mammouths laineux marchaient en longues files, leurs manteaux hirsutes oscillant comme des rideaux de poils rêches, leurs défenses courbées balayant l'air alors qu'ils creusaient la neige pour l'herbe. Ce n'étaient pas des bêtes solitaires et rares. Ils se rassemblaient par douzaines, parfois par centaines, traversant la steppe en quête de nourriture. Leurs empreintes s'enfonçaient profondément dans le sol gelé, traçant des chemins qui s'étendaient sur des kilomètres. À leur côté erraient les mastodontes, cousins plus trapus des mammouths, leurs jambes plus courtes et leurs défenses plus droites adaptées aux forêts mixtes qui s'accrochaient au bord des plaines glaciaires. Ils arrachaient branches et écorces avec une détermination constante, mettant la terre à nu alors qu'ils se déplaçaient d'un îlot d'arbres protecteur à l'autre. Mais les mammouths et les mastodontes n'étaient qu'une partie de cette parade glacée. Les prairies elles-mêmes grouillaient de bisons. Leurs lourdes épaules et leurs fourrures épaisses agissaient comme des boucliers contre le vent coupant. Les bœufs musqués
bas et larges, se regroupaient en cercle défensif, serrés lorsque les prédateurs approchaient. Les rennes, ancêtres des caribous, migraient sans fin, leurs sabots frappant le sol dur dans un rythme aussi vieux que les glaciers eux-mêmes. Les prédateurs suivaient. Les loups terribles rôdaient aux abords des troupeaux, plus grands et plus forts que leurs descendants modernes, leurs mâchoires construites pour broyer l'os. Les tigres à dents de sabre, avec leurs longues canines courbées, attendaient en embuscade parmi les arbustes clairsemés, prêts à abattre des proies bien plus grandes qu'eux. Même les lions des cavernes, plus sveltes mais pesant près de 2 fois le poids des lions d'aujourd'hui, parcouraient les steppes, chassant en groupes coordonnés capables de défier les proies les plus redoutables. Et dominant ce monde déjà rude et dramatique, il y avait les glaciers eux-mêmes. Ces rivières titaniques de glace se dressaient au loin comme des murailles gelées, leurs faces abruptes fracturées de crevasses d'un bleu profond. Ils bougeaient lentement, mais leur présence était impossible à ignorer. L'air près d'eux portait un froid qui tranchait à travers la fourrure la plus épaisse. Chaque craquement de la glace en mouvement résonnait sur des kilomètres. Un son grave rappelant à chaque être vivant la puissance qui gisait juste hors de portée. Pourtant, malgré toute leur domination, les glaciers n'étaient pas statiques. Ils avançaient et reculaient, broyant les continents, décapant le sol et remodelant le monde en dessous. Là où ils passaient, ils laissaient derrière eux la pierre nue, raclée proprement par leur poids lent et impitoyable. Ils sculptaient des vallées qui plus tard s'empliraient de rivières et de lacs. Ils créaient des falaises et des crêtes qui dictaient les routes migratoires des animaux, les forçant vers de nouvelles terres. Et ce faisant, créant de nouvelles opportunités pour les prédateurs qui les chassaient. À l'ombre de ces glaciers, la vie a persisté. Elle s'est adaptée de manière qui semble presque impossible aujourd'hui. Beaucoup des grands animaux de l'âge de glace portaient d'épaisses couches de graisse sous leur peau, une isolation contre le froid amer. Leur manteau était dense, pas seulement de la fourrure, mais des sous-couches de laine si fines qu'elles piégeaient la chaleur près de la peau. Même leur sang était différent. Certaines espèces ont développé la capacité de faire circuler la chaleur plus efficacement, empêchant leurs membres de geler même dans les vents les plus rudes. Les humains, eux aussi, apprirent à vivre aux côtés de ces géants. Pour nos ancêtres, la présence des mammouths n'était pas seulement un danger, mais une ligne de vie. De leurs os venait l'abri, de leur peau venait le vêtement. De leur chair venaient les calories qui permettaient à de petites bandes de chasseurs de survivre dans un monde où la nourriture pouvait être rare et les nuits longues et amères. Et pourtant, l'échelle du monde de l'âge de glace pouvait éclipser n'importe quelle vie individuelle. Un seul glacier pouvait s'étendre sur des centaines de kilomètres. Un troupeau de mammouths pouvait prendre des jours à passer d'un horizon à l'autre. Même le ciel semblait plus grand, sa lumière pâle se reflétant sur la neige et la glace dans toutes les directions. Ce n'était pas un monde fait pour le confort, c'était un monde qui exigeait l'endurance, et en retour il a forgé des créatures, humaines et animales, en survivant d'une résilience extraordinaire. Se tenir là, sur cette terre froide et balayée par les vents, aurait été voir la terre sous l'une de ses formes les plus brutes. L'air assez vif pour piquer, le son des glaciers lointains bougeant comme le gémissement d'une bête ancienne. La vue d'animaux plus grands que des maisons se déplaçant en ligne lente et délibérée à travers l'horizon. Chaque partie de cela parlait d'une planète remodelée par des forces bien au-delà du contrôle de toute créature unique. Et pourtant, il y avait un équilibre. Les glaciers avançaient, mais ils reculaient aussi. Les géants prospéraient, mais ils tombaient aussi sous les coups des chasseurs ou disparaissaient dans la neige quand la nourriture se faisait rare. La vie a persisté, non pas parce qu'elle a conquis le froid, mais parce qu'elle a appris à vivre en son sein. Alors que le monde traversait ces millénaires gelés, cet équilibre allait être testé encore et encore. Le climat changeait, la glace cédait la place à la chaleur, puis revenait. Les animaux migraient, s'adaptaient ou disparaissaient. Et quelque part au milieu de tout cela, les humains continuaient d'apprendre, d'observer et de suivre la danse lente de la Terre et de ces géants prisonniers des glaces.
Maintenant, alors que nous avançons plus loin dans ce passé gelé, le regard se tourne vers le moteur qui a tout entraîné, les changements étranges et complexes du climat de la planète, et comment ils ont mis chacun de ces événements en mouvement. Le froid n'a jamais été stable. Même au plus fort de l'âge de glace, la Terre n'était pas verrouillée dans un gel immuable. Elle respirait. Sur des dizaines de milliers d'années, la température montait et descendait comme une marée lente. Et avec chaque changement, les glaciers avançaient ou reculaient, remodelant la Terre et les vies qui en dépendaient. Pour comprendre ce monde, il ne suffit pas d'imaginer une planète ensevelie sous la neige. Nous devons voir comment cette neige bougeait, comment le froid s'approfondissait puis s'apaisait, et comment ces longs changements silencieux ont écrit l'histoire de l'âge de glace. Au cœur de ce rythme se trouvaient des cycles que nous pouvons encore tracer aujourd'hui. Les scientifiques les appellent les cycles de Milankovitch, d'après le mathématicien qui a calculé leurs motifs pour la première fois. Ils sont guidés par la façon dont la Terre se déplace autour du Soleil, non pas en un cercle parfait, mais dans une longue danse lente qui change sur des dizaines de milliers d'années. La forme de notre orbite s'étire et se relâche. L'inclinaison de l'axe de la Terre penche un peu plus, puis un peu moins. Même le doux vacillement de la planète, comme une toupie perdant de la vitesse, modifie la façon dont la lumière du Soleil atteint différentes parties du monde. Chacun de ces mouvements se produit trop lentement pour qu'une génération unique ne le remarque, mais ensemble, ils changent tout. Quand l'inclinaison est plus faible, les étés dans l'hémisphère nord sont plus frais. La neige tombée en hiver persiste plus longtemps l'année suivante, et la glace croît. Quand l'inclinaison augmente, les étés deviennent plus chauds et plus forts, faisant fondre plus de neige et la glace recule. C'est un équilibre subtil et implacable, faisant passer la planète du froid au moins froid, et vice-versa, à travers de vastes étendues de temps. Pourtant, ces changements orbitaux seuls ne peuvent expliquer la pleine force de l'âge de glace. Le climat de la Terre est une toile de rétroaction, où un petit changement en déclenche un autre. Quand les glaciers s'étendent, ils réfléchissent plus de lumière solaire vers l'espace, ce qui refroidit la planète encore davantage. Plus il fait froid, plus les océans absorbent le dioxyde de carbone, le verrouillant et abaissant les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette chute du dioxyde de carbone refroidit encore plus le monde, aidant la glace à s'étendre plus loin. C'est une réaction en chaîne qui prend des millénaires à se construire et encore plus longtemps à s'inverser. Mais le cycle fonctionne dans les deux sens. Quand la Terre commence à se réchauffer, l'inverse se produit. La glace fond, exposant la Terre sombre et l'eau libre qui absorbe plus de chaleur. Les océans relâchent le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, piégeant plus de chaleur. La boucle de rétroaction s'inverse et les glaciers reculent. La planète ne tombe pas simplement dans un âge de glace ou ne s'en échappe pas. Elle oscille entre ces états comme un pendule, constant dans son balancement, mais immense dans son échelle. Même au sein de ces grands cycles, il y avait de plus petites secousses, des pulsions soudaines de froid ou de chaleur qui ondulaient à travers le monde de l'âge de glace. Certaines venaient des océans, alors que de vastes courants changeaient de chemin, redistribuant la chaleur entre l'équateur et les pôles. D'autres étaient déclenchées par des éruptions volcaniques massives, envoyant cendres et soufre dans le ciel et obscurcissant le soleil pour des années entières. Et au bord des calottes glaciaires, d'immenses lacs se formaient parfois derrière des murs d'eau gelée. Quand ces barrières de glace s'effondraient, elles libéraient des inondations si vastes qu'elles redessinaient les côtes et pouvaient changer le climat pour des siècles. Vivre à travers ces changements, c'était voir le monde basculer lentement hors de son équilibre, puis s'y réinstaller. Pour les animaux qui parcouraient la steppe et les forêts, cela signifiait suivre la terre à mesure qu'elle changeait. Les troupeaux de mammouths et de bisons poussaient vers le sud quand le froid mordait profondément, pour ensuite se répandre vers le nord quand la glace se retirait. Les prédateurs suivaient leur proie. Les premiers humains, petites bandes de chasseurs-cueilleurs, apprirent à lire ces motifs dans le paysage, bougeant avec les saisons et les frontières mouvantes du froid. Les glaciers eux-mêmes enregistraient ces oscillations dans un détail silencieux. Chaque couche de glace détient de minuscules bulles d'air anciens piégées alors que la neige tombait et se tassait année après année. Quand les scientifiques fordent profondément dans ces couches, ils peuvent entrevoir la planète respirer. Ils trouvent les empreintes de chaque avancée et recul, chaque chute brutale ou montée soudaine de température.
Dans cette archive gelée, l'histoire de l'âge de glace attend toujours, empilée un hiver sur l'autre, une bibliothèque du temps profond. C'est une chose de lire à propos de ce rythme, et une autre de l'imaginer. Visualisez-vous debout sur une large plaine froide, le ciel pâle et le vent vif. Loin au nord, un mur de glace se dresse comme une chaîne de montagnes. Pendant des siècles, il a rampé vers l'avant. 1000 après 1000, une invasion lente que personne de vivant ne peut voir. Puis, après des milliers d'années, l'air se réchauffe. Les étés s'allongent. Le bord du glacier commence à se retirer. L'eau ruisselle de dessous, creusant de nouvelles rivières. La terre, autrefois ensevelie sous la glace, gît nue, brute et ouverte au soleil pour la première fois depuis des âges. Et puis, avec le temps, le froid revient et la longue marche de la glace recommence. C'était le souffle de l'âge de glace, lent, régulier et assez puissant pour façonner des continents. Ce n'était pas un gel unique ou un dégel unique, mais un cycle vaste et patient, un cycle qui a poussé la vie à ses limites, puis l'a ramenée. Dans ce long va-et-vient, les animaux ont évolué, les humains se sont adaptés, et la Terre est devenue le monde que nous reconnaissons encore, même si une grande partie a disparu sous la chaleur du jour présent. Pourtant, l'histoire de l'âge de glace n'est pas seulement à propos du froid et de la chaleur. Elle concerne le monde vivant qui a pris forme dans cette lumière gelée. Car si le climat a planté le décor, c'est la vie elle-même, étrange, massive et résiliente, qui a donné à l'âge de glace son caractère. Sous le froid sans fin et les plaines balayées de glace, la vie a enduré. Elle n'a pas simplement attendu que la chaleur revienne. Elle s'est adaptée, a évolué et a taillé sa place dans l'un des environnements les plus rudes que la Terre ait jamais connus. Pour survivre dans le frimas, il ne s'agissait pas simplement d'endurance. Cela exigeait une transformation, du plus petit insecte se cachant sous la neige aux plus grandes bêtes errant sur la steppe gelée. Le sol durant l'âge de glace n'était pas sans vie. Juste sous la neige gisait un monde caché, construit en miniature. Dans les sols de la toundra, les rongeurs creusaient des réseaux de terriers, leurs corps minuscules protégés par des couches de terre et de givre. Lemmings, campagnols et autres petits mammifères étaient la base de la chaîne alimentaire, leur survie rendant possible la vie d'innombrables prédateurs au-dessus. Ces créatures n'hibernaient pas entièrement. Beaucoup restaient actives sous le manteau neigeux, leurs mouvements creusant des tunnels invisibles depuis la surface. Là-dessous, l'air était immobile, la température stable, et la neige au-dessus agissait comme une isolation contre le pire du vent. Au-dessus d'eux, les animaux plus grands se déplacèrent à travers le paysage avec des pas lourds et délibérés. Les mammouths laineux, enveloppés dans des manteaux de longs poils rêches avec une sous-couche dense de laine isolante, pouvaient résister à des températures qui gèleraient la peau exposée en quelques minutes. Leur sang portait des adaptations spéciales lui permettant de libérer l'oxygène même dans les parties les plus froides de leur corps, empêchant leurs membres de se raidir. Les bœufs musqués portaient des plages si épais que la neige pouvait se poser sur leur dos sans fondre, signe que presque aucune chaleur ne s'échappait. Les prédateurs n'étaient pas moins préparés. Les loups terribles et les tigres à dents de sabre étaient bâtis pour la force et l'endurance, avec des muscles puissants pour abattre des proies dans la neige profonde. Leur fourrure était épaisse et leurs pattes assez larges pour les empêcher de s'enfoncer dans le sol gelé alors qu'ils traquaient leur cible. Même les grands lions des cavernes, parmi les plus grands félins que le monde ait jamais vus, étaient façonnés par le froid. Plus sveltes que leurs parents modernes, mais avec des membres construits pour la poursuite sans fin des proies de l'âge de glace à travers le sol ouvert. Les plantes qui nourrissaient ce monde gelé étaient tout aussi remarquables. Au premier regard, le paysage de l'âge de glace pourrait sembler stérile, mais juste sous la neige et durant les brefs étés, une végétation robuste prospérait. Les herbes dominaient la steppe à mammouth, couvrant de vastes zones de l'Europe à l'Amérique du Nord. Ces herbes étaient blancs, riches en nutriments, parfaitement adaptés pour les troupeaux brouteurs qui avaient besoin de manger presque constamment pour survivre au froid. Mêlés à elles, des arbustes coriaces et des saules nains, leurs branches serrées contre le sol à l'abri du vent implacable. Ces plantes avaient évolué
pour résister à de longues périodes d'obscurité et de gel, mais pour exploser en saison de croissance intense, répondant rapidement à la courte fenêtre de lumière solaire estivale. Même les insectes trouvèrent un moyen d'endurer. Certains produisaient un antigel naturel dans leur corps, des protéines empêchant leurs cellules de geler solidement. D'autres pondaient des œufs capables de survivre à l'hiver intact, attendant la brève chaleur de l'été pour éveiller la génération suivante. Les oiseaux s'adaptèrent aussi. Beaucoup d'espèces migraient vers le sud, mais certaines restaient, leurs plumes denses, leur métabolisme brûlant assez fort pour endurer le froid profond. Le harfang des neiges, par exemple, patrouillait la toundra toute l'année, se nourrissant de lemmings et prospérant dans un monde que peu d'autres pouvaient tolérer. Les humains, bien que fragiles en comparaison, n'étaient pas sans leur propre stratégie. Les premiers chasseurs-cueilleurs comptaient sur l'ingéniosité autant que sur la force. Ils façonnaient des vêtements de fourrure cousue, serrés, pour piéger la chaleur. Ils construisaient des abris d'os et de peau, utilisant des côtes de mammouth comme cadre pour des tentes couvertes d'épaisses couches de peau animale. Le feu était leur plus grand allié, non seulement pour la chaleur, mais pour la survie elle-même, leur permettant de cuire la nourriture, de durcir les outils et de repousser l'obscurité profonde et inlassable. Pour ces petites bandes de gens, la vie était une négociation constante avec le froid. Chaque pas dans la neige comportait un risque. L'engelure, la faim et les prédateurs étaient une menace quotidienne. Pourtant, ils apprirent à bouger avec les saisons, suivant les troupeaux dans leur migration, utilisant les rivières et les côtes comme repères à travers le blanc infini. Ils fabriquaient des armes de pierre et d'os assez tranchantes pour percer les peaux épaisses des bêtes qu'ils chassaient. Et avec le temps, leur connaissance de ce monde gelé s'approfondit jusqu'à ce qu'ils puissent vivre non pas en dépit du froid, mais parce qu'ils le comprenaient. Ce qui rendait cette toile de vie cachée remarquable était son équilibre. La neige n'enterrait pas simplement le monde, elle le façonnait. Sous son poids, les espèces apprirent à plier sans rompre. Chaque adaptation, du plus petit tunnel de campagnol au manteau isolant du mammouth, était une réponse à un environnement qui exigeait tout et donnait peu en retour. Mais ce monde n'était pas seulement une question de survie, c'était aussi une question de transformation. Avec chaque oscillation du climat, avec chaque avancée ou retraite des glaciers, la vie changeait. Les espèces qui prospérèrent dans le froid disparaissaient parfois quand le monde se réchauffait. D'autres émergeaient, entrant dans les niches laissées vacantes. L'âge de glace n'était pas une prison gelée, c'était un creuset, et de lui sortirent des créatures et des comportements qui résonnent encore dans le monde vivant aujourd'hui. Encore maintenant, dans les toundras de Sibérie ou du cercle arctique, vous pouvez voir des fragments de cette ancienne stratégie de survie. Le bœuf musqué se dresse toujours large et immobile contre le vent. Les renards arctiques changent toujours leur manteau du brun au blanc avec les saisons, disparaissant dans la neige comme des fantômes. Ces vestiges vivants sont des rappels que l'âge de glace ne s'est pas terminé proprement. Il a laissé des morceaux de lui-même éparpillés à travers la terre. Des morceaux qui endurent encore. Et alors que les glaciers inspiraient et expiraient, que le froid s'approfondissait et s'apaisait, ce monde caché sous la neige n'a jamais cessé de changer. Ce qui gisait devant était une planète encore en mouvement, une où la glace sculpterait la Terre d'une manière qui remodèlerait l'ossature même de la Terre. Les glaciers n'étaient jamais immobiles. Ils bougeaient avec une force si vaste et implacable qu'ils redessinaient des continents entiers. Quand nous imaginons des glaciers, nous visualisons souvent des murs silencieux de blanc gelé. Mais ces grandes calottes glaciaires n'étaient pas des monuments statiques. Elles étaient des moteurs de changement, broyant, écrasant et sculptant la terre sous elles avec une patience que seule la terre elle-même peut garder. Les plus grands d'entre eux recouvraient une grande partie du monde septentrional. En Amérique du Nord, la calotte glaciaire des Laurentides s'étendait du haut Arctique jusqu'au milieu de ce qui est aujourd'hui les États-Unis. Elle était si épaisse par endroits que sa surface s'élevait plus haut que les plus hautes montagnes. De l'autre côté de l'Atlantique, la calotte phéno-scandinave couvrait la Scandinavie et poussait profondément dans le nord de l'Europe, son bord broyant lentement vers l'avant comme une marée de pierres gelées. Même dans l'hémisphère sud, de plus petites calottes couvraient les hauts plateaux d'Amérique du Sud, de Nouvelle-Zélande et des parties de l'Antarctique qui s'étendaient plus loin qu'elles ne le font aujourd'hui.
Ces draps de glace n'étaient pas doux. En avançant, ils mettaient la terre à nu. Ils arrachèrent les forêts, écrasèrent les collines et broyèrent la roche en une poudre fine. Sous leur poids, la croûte de la planète elle-même pliait vers le bas, s'enfonçant légèrement sous la charge. Quand la glace se retira plus tard, la terre remonta, un rebond lent qui continue même maintenant dans certaines parties du Canada et de la Scandinavie. Le mouvement de la glace a laissé derrière lui des paysages qui sont encore faciles qu'on la reconnaître. De profondes vallées au fond plat et aux murs abrupts, sculptées par la pression implacable des glaciers en mouvement, peuvent être trouvées à travers tout le monde du Nord. De grands rochers transportés sur des centaines de kilomètres et déposés loin de leur source, gisent éparpillés à travers les champs ouverts, témoins silencieux des voyages qu'ils firent autrefois, piégés dans la glace. Et puis, il y a les lacs, des milliers d'entre eux remplissant les bassins gougés par les glaciers. Les grands lacs d'Amérique du Nord sont peut-être l'exemple le plus célèbre, de vastes corps d'eau reposant dans les cicatrices laissées par la calotte glaciaire des Laurentides en retraite. Les glaciers n'étaient pas simplement des sculpteurs de terre, ils façonnaient aussi les eaux du monde. Alors que la glace croissait, le niveau de la mer chutait, exposant de vastes plaines côtières. Quand la glace fondait, les mers montaient à nouveau, noyant ces mêmes plaines sous les vagues. Les ponts terrestres qui connectaient autrefois les continents, comme celui qui liait l'Asie à l'Amérique du Nord, n'existaient que parce que tant d'eau de la planète était verrouillée dans la glace. Chaque mouvement des glaciers redessinait la carte de la Terre. Pourtant, malgré toute leur puissance, les glaciers bougeaient lentement. Quelques pieds par jour suffisaient pour que leur poids change le visage d'un continent. Se tenir devant l'un d'eux était regarder une force qui semblait éternelle, même si elle était toujours en mouvement. Vous pouviez l'entendre parfois, les craquements aigus de la glace qui se déplace, le gémissement bas de la masse gelée pressant contre la terre. Quand l'eau de fonte s'accumulait, puis se libérait, elle déferlait sur la terre en inondations si massives qu'elle creusait de nouveaux chenaux en quelques jours. Ce n'étaient donc pas des rivières douces, elles déchiraient la terre avec une force née de siècles d'eau, piégées, soudainement déchaînées. Et dans leur sillage, elles laissaient derrière elles quelque chose d'inattendu. Malgré toute leur destruction, les glaciers créaient aussi de nouvelles opportunités pour la vie. Quand ils reculaient, ils révélaient un sol frais, nettoyé et riche en poussière minérale. Les plantes étaient rapides à coloniser ces paysages nus, envoyant leurs racines dans la terre brute. Avec le temps, les animaux suivirent, et dans leurs pas vinrent les premiers chasseurs humains, traquant les troupeaux sur les terres que les glaciers avaient découvertes. Ces sculptures gelées portaient aussi des histoires dans leurs couches. Au sein de la glace elle-même, les scientifiques ont trouvé des traces d'air ancien, de cendres d'éruptions volcaniques lointaines et même du pollen de plantes qui poussaient il y a longtemps. Chaque couche est une archive, une page dans l'histoire gelée de la Terre, nous racontant non seulement comment la glace a façonné la Terre, mais comment elle a respiré en rythme avec le climat. Pour les créatures qui vivaient à travers cela, cependant, les glaciers n'étaient pas de l'histoire. C'étaient des frontières massives et immobiles. Pour un mammouth ou un bison, le bord d'un glacier était la fin du monde, un mur qui ne pouvait être franchi. Même les humains, astucieux et déterminés, ne pouvaient que se déplacer le long de ces frontières, suivant les rivières mouillées et les vallées là où la glace n'avait pas encore revendiqué le sol. Et alors que les calottes glaciaires croissaient et rétrécissaient avec le pouls lent de la planète, elles dessinaient la carte du monde que nous connaissons maintenant. Chaque colline ondulante en Europe du Nord, chaque lac éparpillé à travers le Canada, chaque étendue de sol riche dans le Midwest américain, tout cela porte la marque des glaciers. Ce n'étaient pas juste des masses d'eau gelée, c'étaient les ciseaux qui ont sculpté la Terre elle-même. Mais alors qu'ils sculptaient, ils changeaient aussi les mers. Quand tant d'eau fut enfermée dans leur poids gelé, les océans chutèrent. Les côtes s'étirèrent vers l'extérieur et de nouvelles terres émergèrent dessous les vagues. Et c'est dans ces lieux nouvellement exposés que la vie, animale, humaine et autres, allait trouver des chemins inattendus vers l'avant. Quand les grandes calottes glaciaires gonflèrent et verrouillèrent tant d'eau de la planète, les océans se retirèrent comme une marée qui ne reviendrait pas avant des milliers d'années. Les rivages s'étirèrent de vers le large, exposant de vastes plaines qui avaient été cachées sous les vagues pendant des âges.
Les rivières creusèrent de nouveaux chemins à travers ce sol découvert et des continents entiers gagnèrent de nouvelles bordures. Le monde semblait différent alors, familier dans sa forme, mais altéré de manière qui semble presque impossible à imaginer maintenant. Au plus fort de l'âge de glace, le niveau de la mer a chuté de plus de 100 mètres. Ce n'était pas un plongeon soudain, mais un retrait lent, rythmé par la croissance implacable des glaciers. Ce qui avait été autrefois des eaux côtières peu profondes devint des prairies balayées par le vent. Les baies et les criques se changèrent en vallées sèches, les îles se connectèrent au continent et des ponts terrestres apparurent entre des terres qu'aujourd'hui la mer divise. Le plus célèbre de ceux-ci était la Béringie, l'étendue de terre qui connectait autrefois l'Asie et l'Amérique du Nord. Ce n'était pas une bande étroite, mais une énorme étendue de toundra et de steppes, large de centaines de kilomètres, parsemée de rivières et foyée de mammouths, de bisons et des premiers humains qui traverseraient un jour vers un nouveau monde. Pour ceux qui la parcouraient, ce n'était pas un pont du tout, c'était un paysage, un pays en soi, riche de vie et aussi réel que n'importe quelle autre partie de la Terre. Plus au sud, le plateau de la Sonde joignait les îles d'Asie du Sud-Est au continent, créant une vaste masse terrestre continue. L'Australie, la Nouvelle-Guinée et la Tasmanie fusionnèrent en un seul continent connecté. À travers l'Europe, le fond de la mer du Nord fut exposé, formant une région connue aujourd'hui sous le nom de Doggerland, une large plaine qui s'étendait entre la Grande-Bretagne et le reste du continent, sillonnée de rivières et parsemée de collines bonnes basses. Ces nouvelles terres n'ont pas juste changé la géographie, elles ont changé le cours de la vie elle-même. Les animaux suivirent les frontières en expansion, migrant vers des endroits où la mer avait jadis barré leur route. Les humains firent de même, traquant le gibier à travers ces nouveaux sentiers, se répandant lentement à travers le globe d'une manière qui façonnerait l'avenir de notre espèce. Mais cette transformation ne se limitait pas à la Terre seule. Le retrait des océans remodèle les côtes qui restaient. Les plages s'étirèrent vers l'extérieur sur des kilomètres. Les estuaires rétrécirent et les récifs coralliens furent laissés hauts et secs, blanchissants et mourants alors que l'eau les abandonnait. Les océans du monde devinrent plus froids et plus salés, leur courant changeant en réponse à l'équilibre mouvant de l'eau et de la glace. Ces changements, à leur tour, nourrirent le crostonion, le climat, aidant à maintenir la Terre dans son état gelé. Même l'air au-dessus des mers changea. Alors que les océans se retiraient, de vastes étendues de plateaux continentaux exposés devinrent des sources de poussière, balayées par de forts vents glaciaires et transportées sur des milliers de kilomètres. Cette poussière se déposa sur la Terre, créant les couches épaisses et fertiles qui nourriraient plus tard certaines des terres agricoles les plus riches de la Terre. C'était un autre rappel que l'âge de glace n'était pas seulement un âge de perte, mais un âge de préparation, posant les bases pour le monde qui viendrait après le dégel. Pour ceux qui vivaient à travers cela, cependant, ces changements n'auraient pas été évidents. La mer ne s'est pas évanouie du jour au lendemain. Un chasseur pouvait marcher sur le même chemin que ses parents avaient marché sans jamais réaliser que loin à l'est ou à l'ouest, la marée s'éloignait année après année. Ce n'est qu'à l'échelle des générations que la transformation se révélait. Des rivières coulant là où il y avait eu des baies, des troupeaux broutant sur un sol qui avait été le fond de l'océan, et de nouveaux horizons s'ouvrant aux quelques audacieux qui les suivaient, et tandis que l'océan se tenait immobile, la vie s'adaptait. Les côtes devinrent des terrains de chasse. Les embouchures de rivières se transformèrent en riches lieux d'alimentation pour les oiseaux migrateurs et les poissons. Les humains apprirent à utiliser ces changements à leur avantage, suivant les pistes des animaux qui erraient maintenant à travers ces plaines exposées. Dans chaque coin du monde de l'âge de glace, les eaux qui reculaient révélaient non seulement la Terre, mais l'opportunité. Pourtant, comme les glaciers eux-mêmes, les océans ne resteraient pas fixes éternellement. Alors que le climat se réchaufferait, la glace commencerait à reculer et les mers ramperaient de nouveau vers l'intérieur, noyant les terres qu'elles avaient laissées nues. Le Doggerland sombrerait sous la mer du Nord. La Béringie disparaîtrait sous les eaux du détroit de Bering et les côtes du monde se retireraient vers quelque chose de plus proche de la forme que nous connaissons aujourd'hui.
Mais cette partie de l'histoire était encore lointaine. Pour l'instant, au cœur de l'âge de glace, les océans avaient fait une pause. La planète se tenait dans son état gelé, verrouillée dans un équilibre de glace et de mer qui tint le monde stable pendant des milliers et des milliers d'années. C'est dans cet équilibre figé que les grands vents commencèrent à se lever et à porter leur fardeau de poussière à travers le ciel, marquant la prochaine grande force qui façonna ce monde ancien. Le froid seul ne définissait pas l'âge de glace. Aux côtés des glaciers et des mers basses, venait un ciel lourd de poussière et des vents qui ne semblaient jamais se reposer. L'atmosphère durant ce temps n'était pas l'air clair et vif que nous pourrions imaginer quand nous visualisons un monde gelé. Elle était remplie de fines particules transportées à travers les continents, rendant le soleil brumeux et peignant le ciel de tons pâles et sourds. Cette poussière venait de la terre que la glace laissait derrière elle. Quand les glaciers avançaient, ils broyaient la roche sous eux en poudre. Alors que la glace se retirait ou calait à ses bords, le vent balayait ces plaines stériles, soulevant les particules les plus fines dans l'air et les conduisant sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Chaque tempête en ajoutait davantage, étendant une couverture de poussière qui se déposait loin de sa source. Dans de nombreuses régions, ces couches demeurent encore. Les dépôts de l'Eus, comme les scientifiques les appellent, s'étendent à travers la Chine, des parties de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Ils font des centaines de pieds d'épaisseur par endroit, construits grain par les vents de l'âge de glace. Avec le temps, ces plaines poussiéreuses deviendraient certains des sols les plus fertiles de la Terre. Mais durant l'âge de glace lui-même, elles faisaient partie d'un cycle sans fin, vent, poussière et le froid implacable. Le temps qui portait cette poussière était rude et imprévisible. De vastes différences de température entre le nord gelé et le sud légèrement plus chaud guidaient des vents puissants. Ces vents écuraient la terre, aplatissant la neige en feuilles dures et compactes et balayant le peu de chaleur qu'il y avait à trouver. Ils charriaient non seulement la poussière, mais la neige, l'empilant haut en congères qui pouvaient avaler des paysages entiers. Pourtant, l'atmosphère de l'âge de glace n'était pas seulement un monde de vent et de poussière. C'était un monde d'extrêmes. Les hivers étaient longs et amers, avec des températures plongeant bien en dessous de tout ce que la plupart d'entre nous pourraient en imaginer. Les étés, bien que courts, pouvaient être étonnamment chauds dans certaines régions, surtout sur les grandes prairies où le soleil avait peu de compétition de la part des nuages. Ce contraste net entre les saisons créait un environnement où la vie devait être infiniment adaptable, capable d'endurer des gels profonds, puis d'éclater en mouvement durant les brèves fenêtres de croissance et d'abondance. Les volcans ajoutaient leur propre chaos à ce ciel déjà étrange. Des éruptions massives envoyaient descendre dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil et approfondissant le froid pour des années. Dans certaines couches de carottes de glace, les scientifiques ont trouvé des traces de ces anciennes éruptions, des empreintes de moments où le ciel lui-même s'assombrissait et où les glaciers saisissaient l'opportunité de presser encore plus loin. Même l'air lui-même était différent. Les niveaux de dioxyde de carbone durant l'âge de glace étaient de bien plus bas qu'ils ne le sont aujourd'hui. La minceur de cette couverture à effet de serre rendait l'atmosphère plus froide et plus sèche, surtout près des grandes calottes glaciaires. Dans ces régions, la neige tombait rarement, non pas parce que le froid l'empêchait, mais parce qu'il y avait si peu d'humidité dans l'air. Paradoxalement, le cœur gelé du monde de l'âge de glace était souvent un désert de neige et de vent, sa surface écurée plutôt qu'ensevelie sous des flocons frais. Pour les animaux qui vivaient dans ce monde, le temps n'était pas une préoccupation passagère. C'était une force qui façonnait chacun de leurs mouvements. Les troupeaux de mammouths et de bisons suivaient les vents changeants pour trouver des zones où la neige avait été soufflée, exposant l'herbe en dessous. Les prédateurs les traquaient, leur survie dépendant de ces mêmes motifs. Même les premiers humains apprirent à lire les signes dans le ciel, observant les vents et les nuages, pour comprendre quand le temps pourrait changer et quand le froid s'approfondirait. La poussière aussi portait ses propres conséquences. Alors qu'elle ternissait le ciel et couvrait le sol, elle nourrissait aussi la vie. Les vents déposaient des nutriments à travers les plaines, éparpillant des minéraux qui rendaient les prairies de l'âge de glace inopinément riches. Cet équilibre étrange, une atmosphère pleine de poussière et de vent, et pourtant une terre qui pouvait encore nourrir d'innombrables troupeaux, était l'un des paradoxes silencieux du monde de l'âge de glace. Dans ce décor immobile, il existait pourtant une autre dimension, souvent oubliée, qui donnait à cette terre sa véritable profondeur, le son, ou plutôt
l'immense poids du silence. L'âge de glace n'était pas un monde de vacarme. Loin des tempêtes, c'était le règne de l'absolu. Un silence si dense, si profond, qu'il semblait figer le temps lui-même, une épaisseur que l'on pouvait presque sentir contre sa peau. L'air, dépouillé de toute humidité par le froid extrême, possédait une clarté acoustique vertigineuse. Le moindre craquement de la glace, résonnant à des lieues de distance, parvenait aux oreilles comme un coup de tonnerre intime, tandis que le pas feutré d'un loup sur la neige durcie semblait se répercuter à l'infini. Et lorsque la nuit tombait, le ciel s'ouvrait sur un abîme que nous ne connaissons plus. L'axe de la Terre, alors incliné différemment dans sa longue danse céleste, offrait au regard des constellations qui ont depuis glissé hors de notre vue. La Voie lactée ne se contentait pas de briller là-haut. Elle écrasait le paysage de sa lumière stellaire féroce, projetant sur la neige des ombres d'une netteté surnaturelle, comme si l'univers entier se penchait pour observer la Terre endormie. Les aurores boréales, libres et sauvages, ne restaient pas confinées au pôle. Elles descendaient loin vers le sud, immenses rideaux d'émeraude et de violet, ondulant au-dessus des plaines et des glaciers, comme les esprits muets de ce monde gelé. Cette beauté cosmique, froide et indifférente, rappelait à chaque être vivant sa propre fragilité face à l'éternité de la glace. Cette atmosphère, avec ses silences minéraux et ses ciels dévorants, n'était pas juste une toile de fond. C'était une force qui aidait à façonner la planète et ses êtres vivants. Et alors que l'air bougeait, il portait avec lui les graines du monde qui gisaient en dessous. Imaginez-vous debout sur l'une de ces plaines balayées par le vent. L'horizon est large et pâle. L'air est coupant. Le vent ne s'arrête jamais tout à fait. Au loin, une brume pend bas, un voile fin de poussière remué par des tempêtes lointaines. Au-dessus de tout, le soleil luit faiblement, sa chaleur atteignant le sol, mais jamais assez pour chasser la morsure de l'air. À cet instant, vous pourriez sentir ce que c'était que de vivre sous un ciel de l'âge de glace. Rude, agité, et pourtant étrangement plein de vie. Les prairies qui s'étendaient d'un horizon à l'autre et donnaient à l'âge de glace son trait le plus définissant. La steppe gelée sans fin, où les géants erraient et où la survie se jouait à une échelle aussi vaste que la Terre elle-même. S'étendant de l'Europe de l'Ouest à travers la Sibérie et jusqu'en Amérique du Nord, il y avait une terre qui ne ressemblait à rien de ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'était ni une toundra gelée, ni une forêt dense, mais quelque chose entre les deux. Une vaste prairie balayée par les vents qui soutenait certains des plus grands rassemblements de vie animale de l'histoire de la Terre. Les scientifiques l'appellent la steppe à mammouth, et c'était le cœur battant du monde de l'âge de glace. La steppe à mammouth était énorme, plus grande que n'importe quel biome unique sur Terre aujourd'hui. Son air froid et sec et ses étés courts pourraient sembler rudes, mais cette prairie était étonnamment productive. D'épais tapis d'herbes coriaces et de plantes herbacées couvraient le sol, adaptés parfaitement à la brève saison de croissance. Ces plantes ne gaspillaient pas d'énergie à atteindre le ciel comme les arbres. Au lieu de cela, elles restaient basses, s'accrochant près du sol où le vent ne pouvait arracher leur chaleur, où elles pouvaient tenir bon dans le sol mince et poussiéreux laissé par les glaciers. C'est cette abondance d'herbes qui permit aux géants de prospérer. Des troupeaux de mammouths laineux parcouraient la steppe en grand nombre, leur défense balayant bas alors qu'ils creusaient la neige pour atteindre la nourriture en dessous. Les bisons des steppes broutaient en lignes sans fin, leurs lourds manteaux ondulant dans le vent. Les chevaux sauvages, plus petits et plus trapus que ceux que nous connaissons aujourd'hui, galopaient à travers les plaines ouvertes en troupeaux serrés. Et se mêlant à eux se trouvaient les rhinocéros laineux, animaux énormes aux larges épaules avec des cornes épaisses qu'ils utilisaient pour pousser à travers la neige ou se défendre contre les prédateurs assez audacieux pour approcher. Les prédateurs de la steppe à mammouth n'étaient pas moins redoutables. Des meutes de loups terribles suivaient les troupeaux, leur taille plus grande et leurs mâchoires puissantes leur donnant la force d'abattre même les proies les plus coriaces. Les lions des cavernes, près de 2 fois la taille des lions modernes, chassaient en groupes coordonnés, traquant aux franges des prairies. Et puis il y avait les tigres à dents de sabre, chasseurs d'embuscades qui attendaient le moment parfait pour frapper, leurs crocs courbés conçus pour percer profondément et rapidement. Mais ce n'était
pas seulement les grandes bêtes qui vivaient ici, des créatures plus petites remplissaient chaque niche. Lemmings et écureuils terrestres creusaient sous la terre, leurs tunnels sillonnant le sol gelé comme une toile invisible. Les renards arctiques filaient à travers la steppe, charognant sur les carcasses laissées par les plus grands prédateurs ou chassant les rongeurs qui vivaient juste sous leurs pieds. Même les corbeaux et les vautours tournaient au-dessus, attendant une chance de descendre quand la neige était marquée de rouge par une nouvelle mise à mort. Et puis, il y avait les humains. Ils vinrent tard sur cette terre comparés aux autres habitants, mais quand ils arrivèrent, ils en devinrent une part. Les premiers chasseurs suivaient les troupeaux à travers les plaines ouvertes, traquant mammouths et bisons, apprenant leurs motifs et testant leurs compétences contre l'immensité de cette nature sauvage gelée. Ils construisaient des abris d'eau de mammouths couverts de peau pour garder le vent dehors, et ils peignaient les créatures qu'ils chassaient sur les murs des cavernes. Leurs images, un registre à la fois d'admiration et de survie. Ce qui rendait la steppe à mammouth si unique n'était pas juste sa taille, mais sa stabilité. Pendant des milliers d'années, elle resta un monde à part, façonné par le froid, mais aussi abrité de lui. Les herbes enduraient les hivers, dormant sous la neige, pour exploser à nouveau à la vie sous le soleil d'été. Ce cycle de gel et de renouveau soutenait une toile de vie qui était étonnamment résiliente. Même alors que les glaciers avancés étaient reculés au bord de la steppe, la richesse de cette terre peut encore être entrevue aujourd'hui. En Sibérie, gelés dans le pergélisol, se trouvent les restes de mammouths si bien préservés que leurs fourrures s'accrochent encore à leur peau, leurs estomacs contenant encore les herbes qu'ils mangèrent jadis. Ces reliques silencieuses nous disent de quel genre de monde c'était. Un endroit où la vie était abondante, même à l'ombre de la glace, où le sol était dur, l'air sec, et pourtant il y avait assez pour nourrir des géants. Se tenir au milieu de cela aurait été bouleversant. L'horizon s'étendrait dans toutes les directions, ininterrompu par des forêts ou des montagnes. Le vent balayerait les plaines, portant les sons graves des troupeaux lointains et les appels des prédateurs en chasse. Chaque créature, du plus petit rongeur au plus grand mammouth, faisait partie d'un système unique entrelacé. Un système qui transformait l'herbe et la poussière en chair et en os à une échelle presque trop grande pour être saisie. Mais ce monde, malgré toute sa taille et son endurance, n'était pas éternel. Il dépendait du froid pour garder son équilibre. Quand le climat changea, quand la glace commença à reculer et que les forêts rampèrent vers le nord, la steppe commença à rétrécir. Ces grands troupeaux furent poussés dans des refuges de plus en plus petits, jusqu'à ce qu'éventuellement la prairie des géants devienne un souvenir, préservé seulement dans les fossiles et les eaux gelées. Avant que ce jour ne vienne, cependant, la steppe à mammouth se dressa comme l'une des plus grandes scènes naturelles que la Terre ait jamais connues. C'est ici que les humains aiguisèrent leurs compétences de survie, c'est ici que les dernières grandes bêtes de l'âge de glace régnèrent. Et c'est ici, dans cette prairie froide et poussiéreuse, que la vie apprit à endurer d'une manière qui résonnerait bien après que la steppe elle-même ait disparu. De cette vaste plaine, notre voyage se tourne vers les gens qui l'ont parcouru. Non pas comme des errants, mais comme des survivants qui ont fait face à un monde de glace et de vent et ont trouvé un moyen de l'appeler maison. À travers la steppe à mammouth et le long des bords de la glace, de petites bandes d'humains bougeaient avec les saisons. Ils n'étaient pas encore maîtres de ce monde gelé, mais ils apprenaient. Dans une terre régie par des vents amers et des bêtes imposantes, la survie signifiait plus que la force. Elle exigeait connaissance, compétence et par-dessus tout, la capacité de s'adapter. La vie pour ces premiers humains était entièrement façonnée par le froid. Ils construisaient leurs abris bas contre le vent, utilisant tous les matériaux que la terre offrait dans des régions sans arbres où le bois était rare. Ils se tournaient vers les os des mammouths. Côtes, défenses et crânes étaient empilés en cadres et couverts de peau, créant des huttes capables de garder dehors même l'air hivernal le plus rude. À l'intérieur, l'espace était exigu, mais chaud, éclairé par la lueur d'une force vitale unique, le feu. Le feu était plus qu'un outil. C'était une frontière entre la survie et la mort. Autour de sa lumière, les Kiam, les familles se rassemblaient, leurs fourrures tirées serrées, leurs mains tendues vers la chaleur. Ils cuisaient leur nourriture, durcissaient leurs armes, et leur donnaient une protection contre l'obscurité sans fin des nuits de l'âge de glace.
Une seule flamme pouvait signifier la sécurité dans un monde où le froid attendait juste au-delà des murs, patient et impitoyable. Mais le feu seul ne suffisait pas. Les humains apprirent à tailler la pierre en lames, grattoirs et pointes de lance assez acérées pour percer les peaux des mammouths et des bisons. Ils façonnaient des outils d'os et de bois de cervidés, chacun conçu avec une précision née de la nécessité. Chasser dans ce monde n'était pas un acte simple. Cela exigeait de la coopération. De petits groupes travaillaient ensemble pour traquer leur proie à travers le sol ouvert, la conduisant dans des embuscades ou vers des chasseurs attendant armés de lances. Une seule chasse réussie pouvait nourrir de nombreuses bouches, mais une chasse ratée pouvait signifier des jours de faim. Même dans le froid, ils trouvèrent des moyens de créer. Dans les cavernes et les abris éparpillés à travers l'Europe et l'Asie, ils laissèrent derrière eux des peintures et des gravures. Mammouths, bisons, chevaux et rennes tapissent les murs, dessinés avec un soin et une attention aux détails qui suggèrent une familiarité profonde avec leur sujet. Ce n'étaient pas seulement des décorations, elles étaient peut-être une façon d'enseigner, de se souvenir ou même d'espérer. Preuve que même dans un monde où chaque jour était un combat pour endurer, il y avait encore de la place pour quelque chose de plus que la survie. Le vêtement, aussi, devint une forme d'adaptation. Les premiers humains cousaient des fourrures ensemble avec des aiguilles en os, superposant les vêtements jusqu'à ce que le froid ne puisse plus traverser. À travers la steppe à mammouth et le long des bords de la Grande Deye ou de la glace, de petites bandes d'humains bougeaient avec les saisons. Ils n'étaient pas encore maîtres de ce monde gelé, mais ils apprenaient. Dans une terre régie par des vents amers et des bêtes imposantes, la survie signifiait plus que la force. Elle exigeait connaissance, compétence et par-dessus tout, la capacité de s'adapter. La vie pour ces premiers humains était entièrement façonnée par le froid. Ils construisaient leurs abris bas contre le vent, utilisant tous les matériaux que la terre offrait dans des régions sans arbres où le bois était rare. Ils se tournaient vers les os des mammouths. Côtes, défense et crâne étaient empilés en cadres et couverts de peau, créant des huttes capables de garder dehors même l'air hivernal le plus rude. À l'intérieur, l'espace était exigu mais chaud, éclairé par la lueur d'une force vitale unique. Le feu était plus qu'un outil. C'était une frontière entre la survie et la mort. Autour de sa lumière, les familles se rassemblaient, leurs fourrures y tirées serrées, leurs mains tendues vers la chaleur. Ils cuisaient leur nourriture, durcissaient leurs armes, et leur donnaient une protection contre l'obscurité sans fin des nuits de l'âge de glace. Une seule flamme pouvait signifier la sécurité dans un monde où le froid attendait juste au-delà des murs, patient et impitoyable. Mais le feu seul ne suffisait pas. Les humains apprirent à tailler la pierre en lames, grattoirs et pointes de lance assez acérées pour percer les peaux des mammouths et des bisons. Ils façonnaient des outils d'os et de bois de cervidés. Chacun conçu avec une précision née de la nécessité. Chasser dans ce monde n'était pas un acte simple. Cela exigeait de la coopération. De petits groupes travaillaient ensemble pour traquer leur proie à travers le sol ouvert, la conduisant dans des embuscades ou vers des chasseurs attendant armés de lances. Une seule chasse réussie pouvait nourrir de nombreuses bouches, mais une chasse ratée pouvait signifier des jours de faim. Même dans le froid, ils trouvèrent des moyens de créer. Dans les cavernes, le Wé et les abris éparpillés à travers l'Europe et l'Asie, ils laissèrent derrière eux des peintures et des gravures. Mammouths, bisons, chevaux et rennes tapissent les murs, dessinés avec un soin et une attention aux détails qui suggèrent une familiarité profonde avec leur sujet. Ce n'étaient pas seulement des décorations, elles étaient peut-être une façon d'enseigner, de se souvenir, ou même d'espérer. Preuve que même dans un monde où chaque jour était un combat pour endurer, il y avait encore de la place pour quelque chose de plus que la survie. Le vêtement aussi devint une forme d'adaptation. Les premiers humains cousaient des fourrures ensemble avec des aiguilles en os, superposant les vêtements jusqu'à ce que le froid ne puisse plus traverser. Des bottes doublées d'herbe et de peau empêchaient leurs pieds de geler sur le sol glacé. Chaque pièce de vêtement était façonnée par l'expérience, raffinée sur des générations d'essais et d'erreurs jusqu'à ce qu'ils puissent faire face au vent et à la neige et continuer à avancer. Le froid exigeait ce genre d'ingéniosité implacable. Chaque outil, chaque abri,
Chaque rassemblement éclairé par le feu était une réponse à la même question. Comment vivons-nous ici? Et lentement, les humains apprirent à prospérer là où les non-préparés auraient péri. Ils observaient dans les animaux, étudiant leur migration et la façon dont ils utilisaient la terre. Ils suivaient les troupeaux vers de nouveaux pâturages, buvaient aux rivières sculptées par les glaciers fondants et cartographièrent le monde non pas avec de l'encre ou des symboles, mais avec la mémoire. Dans les longues nuits, ils racontaient des histoires, autour du feu, tandis que le vent hurlait au-delà de leurs murs d'os et de peau. Les voix portaient à travers l'obscurité. Ils parlaient de chasse, de dangers affrontés et du monde étrange et immense autour d'eux. Ces histoires, étaient plus que du réconfort. Elles étaient une façon de transmettre la connaissance, d'enseigner à la prochaine génération comment survivre dans une terre où une seule erreur pouvait être fatale. Pourtant, même dans ce monde impitoyable, il y avait des moments de connexion tranquille. Un feu crépitant dans l'obscurité. Un enfant blotti contre sa mère, chaud sous des couches de fourrure, le doux bourdonnement des voix se mêlant au son du vent dehors. Dans ces moments, l'âge de glace n'était pas seulement un test d'endurance. C'était aussi un lieu où les humains commençaient à se façonner en créatures adaptables et résilientes qu'ils deviendraient un jour. Ils n'étaient pas seuls dans ce monde gelé. D'autres humains, comme les Néandertaliens, partageaient le même paysage rude pour un temps. Eux aussi maîtrisaient le froid, construisant leurs propres abris et chassant les mêmes troupeaux. Certains groupes ont peut-être échangé des outils, ou se sont même joints, laissant des traces de vie entrelacées qui résonnent encore dans notre ADN. Dans le passé profond, sous la lumière pâle d'un soleil de l'âge de glace, les frontières entre survie et innovation commencèrent à s'estomper, et l'avenir de l'humanité fut lentement écrit à la lueur du feu et de l'ombre. Ce n'étaient pas les villes animées ou les grandes civilisations des âges ultérieurs. C'étaient de petites grappes de gens liés par la nécessité, façonnés par la terre qu'ils parcouraient. Chaque pas, chaque choix, chaque étincelle de feu qu'ils allumaient dans la neige faisait partie d'une lente marche vers l'avant, une détermination silencieuse à vivre dans un monde qui semblait conçu pour les repousser. Aux côtés de ces outils pratiques vint quelque chose d'inattendu. L'art. Profondément à l'intérieur des cavernes, loin de la portée du soleil, les humains laissèrent des marques qui dureraient des dizaines de milliers d'années. Ils peignaient mammouths, bisons et chevaux, leurs contours tracés à l'ocre et au charbon. Certaines scènes, c'était simple, d'autres montrèrent des troupeaux entiers capturés avec un tel soin que même aujourd'hui, leurs muscles et leurs mouvements semblent vivants. Des empreintes de mains pressées contre les murs demeurent encore, comme si les gens qui les firent tendèrent la main à travers le temps, laissant un signe qu'ils avaient été là, qu'ils avaient vu ce monde et voulaient qu'on s'en souvienne. Personne ne peut dire avec certitude pourquoi ils le firent. Peut-être ces images faisaient-elles partie de rituels, tentatives d'invoquer la chance pour la chasse ou d'honorer les animaux dont ils dépendaient. Peut-être étaient-elles des leçons pour les jeunes, une façon de leur apprendre à reconnaître les formes et les mouvements des créatures qu'ils traqueraient un jour. Ou peut-être étaient-elles simplement des expressions de quelque chose de profondément humain, le besoin de créer, même quand le monde extérieur était dur et froid. Des sculptures apparurent aussi durant ce temps, de petites figures faites d'os ou d'ivoire, certaines en forme d'animaux, d'autres comme des humains. Les plus célèbres parmi elles sont les figurines de Vénus, représentation arrondie et stylisée de la forme humaine. Leur but reste un mystère, mais elles parlent d'un esprit qui n'était pas seulement préoccupé par la nourriture et l'abri. C'était les premières étincelles de l'imagination, preuve que même à l'ombre des glaciers, les humains portaient en eux un besoin de donner forme aux idées. Ces mêmes esprits développèrent de nouvelles façons d'organiser leur vie. Les chasseurs travaillaient en groupes coordonnés, apprenant comment conduire les animaux vers des lances en attente. Ils traquaient les mouvements des troupeaux, chronométrant leur migration et cartographiant la terre dans leur mémoire. Autour de leur feu, ils partageaient la connaissance. Comment tailler la pierre ? Comment coudre les peaux ? Comment choisir le chemin le plus sûr à travers une rivière gonflée d'eau de fonte ? Rien n'était écrit, mais rien n'était perdu non plus. Chaque compétence était passée d'une génération à la suivante, une chaîne de survie s'étendant ininterrompue à travers le froid.
Même l'acte simple de faire du feu changea. Les premiers humains apprirent non seulement comment garder une flamme vivante, mais comment l'allumer à partir de rien. Avec silex et pyrite, ils frappaient des étincelles dans de l'amadou sec, cajolant les braises jusqu'à ce qu'elles fleurissent en flammes stables. Le feu n'était plus un accident chanceux, volé à la foudre, ou gardé vivant par pure vigilance. Il était à eux, à faire et à contrôler. Et dans cette maîtrise gisait la fondation de tout ce qui suivit. Mais c'était l'art qui révélait la transformation la plus vraie. Dans la lumière vacillante d'une torche, les murs d'une caverne devenaient quelque chose de plus que de la pierre nue. Ils devenaient une scène pour la mémoire et le sens. Ici, entourés par les formes de mammouths et de bisons dessinés en rouge profond et noir, les gens pouvaient regarder leur monde non seulement tel qu'il était, mais tel qu'ils le comprenaient. Ils ne faisaient plus que survivre dans l'âge de glace. Ils commençaient à le définir. Et dans ces espaces tranquilles, cachés du vent et de la neige, les premiers indices de ce qui deviendrait un jour la culture humaine commencèrent à prendre forme. Les outils devinrent plus tranchants, les abris plus forts, l'art plus complexe. Pièce par pièce, ils apprenaient à plier le froid à leur volonté au lieu d'être brisés par lui. Pourtant, même alors que les humains apprenaient à façonner leur monde, ils en restaient une petite partie. Au-delà des bords de leur feu et de leurs cavernes, la terre appartenait encore aux grands prédateurs qui traquaient la steppe. Et si les gens devaient tenir leur place fragile dans cette nature sauvage gelée, ils devraient vivre aux côtés de ces chasseurs, partageant le même sol et faisant face au même monde rude et implacable. L'âge de glace n'était pas seulement un monde de troupeaux et de chasseurs avec des lances. C'était aussi le domaine des prédateurs, créatures forgées par le froid en parfaits instruments de survie. Marcher sur les plaines gelées était vivre avec la conscience constante que le danger bougeait dans les ombres. Sa présence faisait autant partie du paysage que la neige et le vent. Parmi les plus redoutables étaient les tigres à dents de sabre. Leurs longues canines courbées sont devenues des symboles de l'âge de glace lui-même, des lames d'os et d'émail qui pouvaient percer profondément dans la chair de leur proie. Ces félins n'étaient pas bâtis pour de longues poursuites. Leurs jambes étaient puissantes mais courtes, leur corps trapu, leur force concentrée dans les épaules et le cou. C'étaient des prédateurs d'embuscade, rôdant dans les arbustes bas ou le long des bords des vallées fluviales jusqu'à ce qu'un bison insoupçonneux ou un jeune mammouth s'égare trop près. Quand ils frappaient, c'était rapide et brutal, leur croc s'enfonçant avant que la proie n'ait même le temps de courir. Pourtant, les dents de sabre n'étaient pas les seuls chasseurs à craindre. Les lions des cavernes, près de 2 fois la taille des lions modernes, rôdaient sur la steppe à mammouth. Contrairement aux dents de sabre solitaires, ces grands chats chassaient probablement en groupe, leur coopération leur donnant un avantage sur même les plus grandes proies. Imaginez une meute d'entre eux se déployant à travers la neige, leurs manteaux dorés se fondant dans la lumière pâle, leurs pattes bougeant silencieusement sur le sol gelé. Peu d'animaux pouvaient résister à une attaque coordonnée de prédateurs d'une telle taille et force. Puis il y avait les loups terribles, plus lourds et plus puissants que les loups que nous connaissons aujourd'hui. Ils erraient en meute, leur nombre les transformant en l'une des forces les plus mortelles de l'âge de glace. Ils suivirent les troupeaux sur des kilomètres, usant leur proie jusqu'à ce que l'épuisement livre la mise à mort. Pour les humains, ces loups étaient à la fois rivaux et avertissements. Le son de leurs hurlements roulant à travers la steppe était un rappel que dans ce monde gelé, les chasseurs n'étaient jamais vraiment en sécurité. Même les plus petits prédateurs tenaient leur propre place dans la hiérarchie de la peur. Le carcajou, féroce et implacable, était un charognard qui pouvait chasser des animaux plusieurs fois sa taille. Les renards filaient au bord des chasses, volant des restes chaque fois qu'ils le pouvaient. Les rapaces tournaient au-dessus, attendant la chance de descendre sur les restes laissés par les grands chasseurs de la glace. Les humains n'existaient pas en dehors de cette chaîne. Ils en faisaient partie. Quand ils s'aventuraient hors de leurs abris pour chasser ou charogner, ils risquaient de croiser le chemin de ces prédateurs. Un seul faux pas pouvait transformer le chasseur en proie. Cette pression constante forçait les gens à être prudents, à voyager en groupe, à garder leur feu brûlant brillamment la nuit, comme chaleur et avertissement. La lueur d'un feu de camp était une barrière fragile contre l'obscurité, mais c'était assez pour tenir les ombres à distance. La relation entre humains et prédateurs
n'était pas seulement faite de peur, c'en était aussi une de compétition et de respect. Quand les premiers chasseurs traquaient un troupeau de bisons, ils se trouvaient parfois à suivre la même piste qu'une meute de loups terribles. Quand ils charognaient les restes d'un mammouth, ils pouvaient arriver pour trouver un dent de sabre se nourrissant déjà. Dans ces moments, la survie n'était pas seulement une question de force, mais de nerfs, de savoir quand se battre, quand battre en retraite et quand attendre que le plus grand prédateur finisse et passe son chemin. Pourtant, avec le temps, les humains trouvèrent des moyens de faire pencher la balance. Les lances leur donnèrent de l'allonge. Le feu leur donna une arme que même les prédateurs les plus audacieux hésitaient à défier. Lentement, ils devinrent plus que des proies qui ripostaient. Ils devinrent des rivaux qui ne pouvaient être ignorés. Néanmoins, ce n'était pas une domination. C'était une trêve de nécessité, une coexistence malaisée sur la vaste steppe ouverte, où chaque être vivant se battait pour les mêmes précieuses calories de viande et de graisse. Les prédateurs façonnèrent le comportement des humains, tout autant qu'ils façonnaient les troupeaux. Le besoin de regarder, de rester alerte, de planifier chaque mouvement, devint une partie de la vie elle-même. Et peut-être qu'en présence des dents de sabre et des lions des cavernes, les humains apprirent à quelque chose d'autre, la valeur de la coopération. Seule, une personne était vulnérable. Ensemble, autour de leur feu, armés de leurs outils et de leur voix, ils avaient une chance. L'âge de glace était un monde qui ne permettait jamais à personne, bête ou humain, d'oublier ce qui rôdait au-delà de la portée de la lumière du feu. Les prédateurs du pergélisol étaient un rappel constant que la survie n'était jamais garantie. Et pourtant, c'est dans ce monde dangereux que les humains aiguisèrent non seulement leurs lances, mais leurs esprits, devenant plus qu'un simple animal de plus, se déplaçant à travers la steppe. Alors que les grands chasseurs rôdaient dans la neige et que le vent balayait les plaines gelées, la scène était prête pour une lutte qui façonnerait le destin même des géants qui régnaient sur cette terre. Une lutte qui déciderait quelles espèces endureraient et lesquelles s'effaceraient dans la longue mémoire de l'âge de glace. L'âge de glace était un monde d'échelle. Partout où vous vous tourniez, il y avait quelque chose de plus grand, de plus étrange ou de plus formidable que tout ce qui marche sur Terre aujourd'hui. Ce n'étaient pas seulement les mammouths ou les dents de sabre. À travers les continents, dans chaque habitat façonné par le froid et le vent, il y avait des créatures qui semblaient vraiment presque mythiques. Un rappel que c'était une planète plus sauvage que celle que nous connaissons maintenant. Sur les prairies ouvertes, les troupeaux de mammouths n'étaient que le début. À côté d'eux, erraient les rhinocéros laineux, larges d'épaules et vêtus d'une fourrure dense, leurs longues cornes balayant vers l'avant comme des lances naturelles. Ces animaux étaient assez puissants pour se défendre contre presque n'importe quel prédateur. Et pourtant ils partageaient la steppe avec des bisons qui se tenaient plus haut qu'un homme, des chevaux sauvages au cadre épais et trapu, et des bœufs musqués bâtis pour survivre au froid implacable. Plus au sud, là où la glace cédait la place aux forêts ouvertes et aux plaines tempérées, d'autres géants régnaient. Les mastodontes erraient parmi les arbres, arrachant l'écorce des troncs avec leurs longues trompes flexibles. Ils étaient de lointains parents du mammouth, plus petits mais non moins imposants. Des paresseux terrestres de la taille de petites voitures traversaient lourdement les Amériques, leurs griffes massives creusant dans les racines et arrachant les branches d'en haut. Et dans les mêmes terres, où ces herbivores aux mouvements lents erraient, les prédateurs suivaient. L'ours à face courte, dominant n'importe quel ours vivant aujourd'hui, traquait à travers les prairies d'Amérique du Nord. Ses longues jambes le portaient à des vitesses qui surprendraient toute créature assez malchanceuse pour attirer son attention. En Australie, le monde n'était pas moins étrange. Là, des kangourous géants aux membres puissants partagèrent la terre avec des lions marsupiaux, prédateurs ne ressemblant à rien d'autre sur Terre. D'énormes oiseaux incapables de voler, plus lourds que des autruches, traquaient le pays ouvert, tandis que des reptiles, bien plus grands que leurs descendants modernes, s'attardaient dans les rivières et les marais, leurs corps blindés et leurs mâchoires broyeuses, inchangées depuis les temps profonds. Même les océans portaient leur part de merveilles, de l'âge de glace. Le long des côtes, le niveau de la mer avait chuté, exposant de nouveaux terrains de chasse pour les premiers humains et les prédateurs de la mer. Les mammifères marins,
comme l'énorme rythine de Steller, parente du lamantin, broutaient sur des prairies sous-marines de varech, tandis que des requins redoutables rôdaient encore dans les eaux plus profondes. La vie à l'âge de glace n'était pas simplement liée à la Terre, c'était un réseau global de géants. Ce qui rendait ce monde encore plus extraordinaire était la densité pure de ces animaux. La steppe à mammouth et les régions environnantes étaient parmi les écosystèmes les plus productifs que la planète ait jamais vus, soutenant de vastes nombres d'herbivores et les prédateurs qui les suivaient. La nourriture n'était jamais abondante selon les standards modernes. Mais les conditions froides et sèches produisaient des prairies qui s'étendaient presque ininterrompues à travers les continents, créant une scène sans fin pour que les troupeaux errent et les chasseurs traquent. Les humains vivaient parmi ces créatures, dans une sorte d'équilibre précaire. Chasser un mammouth ou un bison était risquer tout, mais les récompenses étaient trop grandes pour être ignorées. Une seule chasse réussie pouvait nourrir une bande entière et fournir os et peau pour outils et abris. Pourtant, il y avait aussi du danger à partager la terre avec des prédateurs qui pouvaient défier les humains pour leur proie ou pour leur vie. Pour survivre dans ce monde de mégafaune, les humains devinrent des observateurs autant que des chasseurs. Ils apprirent les habitudes de chaque créature qu'ils rencontraient, la façon dont les bisons se rassemblaient avant une tempête, les sentiers que les mammouths suivaient pour atteindre les meilleurs pâturages, les motifs des prédateurs ombrageant les troupeaux. Chaque fragment de connaissance pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Et pourtant, malgré tout son danger, c'était un monde d'une richesse étonnante. Imaginez-vous debout sur une crête au-dessus des plaines de l'âge de glace. Devant vous s'étend un océan d'herbes et de mouvements, des mammouths poussant à travers la neige, des bisons soulevant des nuages de givre, des chevaux piaffant et s'ébrouant dans l'air froid. Au loin, vous voyez les formes sombres des prédateurs suivant les troupeaux avec une détermination patiente. Au-dessus, des vautours tournent, leurs yeux perçants fixés sur le drame en bas. Partout le monde est vivant, immense et indompté. Mais cette abondance était fragile. Elle était tenue ensemble par le froid, par la vaste portée des glaciers et la steppe qui les entourait. Alors que le climat changerait et que la glace commencerait à reculer, ce monde de géants changerait, les forêts réclameraient les plaines, les rivières gonfleraient et redessineraient la terre, et les créatures qui régnaient jadis sur l'âge de glace feraient face à un défi qu'elles ne pourraient surmonter. Avant que ce changement ne vienne cependant, cette terre plus sauvage prospéra. C'est ici, à l'âge des mammouths et des dents de sabre et des paresseux imposants, que les humains aiguisèrent leurs outils, leur esprit et leur détermination. Ils ne vivaient pas simplement à l'ombre des géants, ils apprenaient d'eux. Et bientôt, alors que la glace entamait son long recul, la relation entre les humains et ces créatures massives allait changer d'une manière qui altérerait le cours de l'âge de glace pour toujours. L'âge de glace ne s'est pas terminé par un dégel unique. Ce ne fut pas un effondrement soudain du froid ou une disparition des glaciers du jour au lendemain. Au lieu de cela, ce fut un retrait long et inégal, un lent effilochage de l'étreinte gelée qui avait tenu le monde pendant des dizaines de milliers d'années. La Terre changea par petits incréments, et chaque changement portait des conséquences qui remodelaient la Terre, les mers et les vies qui en dépendaient. Cela commença par une chaleur si subtile qu'elle aurait pu passer inaperçue. Les étés devinrent légèrement plus longs, et les neiges qui s'attardaient jadis profondément dans l'année commencèrent à fondre plus complètement. Les glaciers, ces immenses rivières de glace, ressentirent la différence en premier, leurs bords s'adoucirent. L'eau de fonte ruisselait à travers leur surface, creusant des chenaux qui grandissaient plus larges et plus profonds avec chaque saison qui passait. Ce qui avait été autrefois silencieux et immobile commençait maintenant à bouger avec une nouvelle sorte d'urgence. Ces premières eaux de fonte coupèrent à travers la terre comme des couteaux. Des rivières glaciaires jaillirent de sous la glace, charriant limons et pierres dans leurs torrents, remodelant les vallées et creusant de nouveaux chenaux. Des lacs se formèrent là où la glace bloquait leur chemin, pour se vider en inondations soudaines et catastrophiques quand ces barrières glacées finirent par céder. Chaque inondation déchirait la terre avec une force inarrêtable, laissant derrière elle des cicatrices qui durèrent des âges.
Alors que les glaciers se retiraient, ils révélaient un sol qui n'avait pas vu la lumière du soleil depuis des milliers d'années. Cette terre brute était stérile au début, raclée proprement par le poids broyeur de la glace, mais la vie ne perdit pas de temps à la réclamer. Mousse et lichen rampèrent en premier, s'accrochant à la roche exposée. Puis vinrent les herbes, leurs racines s'enfonçant dans le sol frais porté par les vents. Lentement, le sol stérile se transforma en de nouveaux écosystèmes. Des fils verts tissaient à travers les cicatrices grises de la glace en retraite. Les animaux suivirent. Troupeaux de bisons et de mammouths se déplacèrent dans les plaines fraîchement découvertes, broutant la nouvelle croissance. Les prédateurs les ombrageaient, remplissant les mêmes rôles anciens, mais maintenant dans un paysage changeant. Les humains aussi pressèrent vers l'avant. Ils traquèrent les rivières, chassèrent le long des bords des glaciers rétrécissants et entraient dans des régions qui avaient été ensevelies dans la glace depuis des générations. Mais le recul des glaciers ne fut pas régulier. Il y eut des pauses, même des inversions. Des périodes de réchauffement furent non suivies par des retours brusques et soudains du froid. Des moments où la glace surgissait vers l'avant une fois de plus, réclamant le sol qu'elle avait perdu. C'était de brefs instants comparés au long balayage de l'âge de glace. Mais pour les gens et les animaux vivant à travers eux, c'était des rappels que le grand dégel de la Terre était loin d'être simple. L'une des plus dramatiques de ces inversions survint dans ce que nous appelons maintenant le Dryas récent, un retour soudain à des conditions quasi glaciaires il y a environ 12 000 ans. Juste au moment où le monde semblait se réchauffer pour de bon, le froid revint en force, arrêtant le retrait des glaciers et plongeant une grande partie de la planète dans un dernier gel inattendu. Pendant plus de 1000 ans, l'avancée du printemps fut retardée. Les prairies se flétrirent et la survie redevint une fois de plus une question d'endurance. Et pourtant, même ce dernier souffle de l'âge de glace finit par céder. Quand le froid relâcha finalement son emprise, pour de bon, les glaciers reculèrent plus vite que jamais. Les mers, nourries par l'eau de fonte de 1000 rivières, commencèrent à monter. Les terres disparurent sous les vagues, les ponts terrestres qui avaient autrefois porté humains et animaux à travers les continents furent avalés par l'océan. La Béringie, la vaste toundra qui avait lié l'Asie à l'Amérique du Nord, glissa sous les eaux du détroit de Bering. Le Doggerland, jadis un riche terrain de chasse entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale, fut noyé par la mer du Nord montante. Alors que le monde se réchauffait, les forêts commencèrent à ramper vers le nord, remplaçant les grandes prairies de la steppe à mammouth. Les arbres s'étendirent à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, transformant les plaines ouvertes en bois ombragés. Beaucoup des géants de l'âge de glace, créatures de bâties pour un monde de froid et d'espace infini, se trouvèrent cernés par ce paysage changeant. Certains s'adaptèrent, beaucoup ne le firent pas. Pour les humains, cette transformation était une opportunité. Alors que les glaciers reculaient et que le climat se stabilisait, ils découvrirent des terres riches en rivières, en sols fertiles et de nouvelles ressources. Ils suivirent les eaux de fonte, s'installèrent près des lacs et des vallées sculptées par la glace, et commencèrent le long processus de transformation, passant de chasseurs errants à quelque chose de différent. Les premiers colons d'un monde qui se réchauffe. Pourtant, même alors qu'ils s'adaptaient à cette nouvelle terre, les glaciers restaient une mémoire gravée dans le paysage. Leurs vallées devinrent des autoroutes pour les rivières, leurs dépôts de limon et de pierres devinrent les fondations des futures terres agricoles. Leur retrait marqua non seulement la fin d'un âge de froid, mais le début du monde qui suivrait. L'âge de glace n'était pas encore fini, mais sa force était brisée. Les murs de glace qui avaient jadis semblé éternels s'estompaient, et à leur place, de nouveaux paysages émergeaient. Les dernières grandes inondations étaient encore à venir, et avec elles, la transformation finale de la planète. Alors que les glaciers faiblissaient, et que le monde se réchauffait, la glace ne disparut pas simplement. Elle se battit pour sortir, fondant par à-coups, parfois silencieusement, parfois en éclats catastrophiques. Sous et au sein des calottes de glace rétrécissants, l'eau s'accumulait dans de vastes réservoirs cachés, retenus par des murs de masse gelés qui avaient tenu pendant des milliers d'années. Quand ces murs échouaient, la terre elle-même semblait rugir.
Ce n'étaient donc pas des inondations ordinaires, c'étaient des torrents si immenses qu'ils redessinaient la Terre en quelques jours. En Amérique du Nord, l'un des plus grands exemples de cela gisait sous la calotte glaciaire des Laurentides. Alors qu'elle fondait, un corps massif d'eau, connu sous le nom de lac glaciaire Agassiz, se forma, plus grand que tous les grands lacs combinés. Pendant des siècles, il resta piégé derrière des murs de glace et de terre. Mais la glace n'est pas permanente. Quand ces barrières cédèrent, le lac explosa vers l'extérieur dans une inondation qui aurait été au-delà de tout ce que l'œil humain pourrait facilement comprendre. L'eau déferla sur la terre avec une force inarrêtable. Des vallées entières se noyèrent en quelques heures. Des rivières qui avaient été petites et sinueuses furent transformées en torrents furieux larges de plusieurs kilomètres. Ces inondations charriaient des rochers aussi facilement que des brindilles, broyant la terre et écurant de profonds chenaux dans le substrat rocheux. Elles se déversaient vers les océans, élevant le niveau de la mer, et ce faisant, elles altéraient le climat lui-même. Chaque inondation était comme une secousse au système de la planète, remodelant les modèles de vent et redistribuant la chaleur à travers le globe. Ce n'était pas un événement isolé. Autour des bords des glaciers fondants, d'autres lacs cachés attendaient. Certains se libérèrent en éclats violents, envoyant des murs d'eau s'écraser sur le paysage. D'autres se vidèrent, plus lentement, leurs écoulements, creusant de nouvelles rivières qui existent encore aujourd'hui. La gorge du fleuve Columbia, dans le nord-ouest du Pacifique, par exemple, fut en partie façonnée par une série de ces explosions glaciaires. Des inondations si massives qu'elles déchirèrent la terre encore et encore, laissant derrière elles un paysage de falaises et de canyons comme sculptés par la main d'un géant ancien. En Europe, des forces similaires étaient à l'œuvre. Alors que la glace se retirait, l'eau de fonte s'accumulait dans des bassins, formant des lacs qui finissaient par déborder, changeant le cours des rivières et coupant de nouveaux chemins à travers la terre. Même en Sibérie, de vastes lacs glaciaires couvraient jadis ce qui sont maintenant des plaines sèches, leurs eaux verrouillées, en place par des murs de glace, jusqu'à ce qu'ils rompent aussi et se déversent au loin. Pour les humains qui vivaient dans ce monde mouvant, ces inondations devaient être à la fois terrifiantes et transformatrices. Les camps et les terrains de chasse près des rives de ces lacs auraient été balayés en un instant. Les vallées qui grouillaient jadis de gibier disparaîtraient sous l'eau ruisselante. Pourtant, dans leur sillage, ces inondations laissèrent aussi derrière elles de nouveaux paysages, des plaines fertiles et des voies navigables qui deviendraient des lignes de vie pour les générations qui suivirent. Même les lacs, qui n'éclatèrent jamais, jouèrent un rôle dans le remodelage de la planète. Certains restèrent piégés dans la terre pendant des siècles après que les glaciers se furent retirés, leurs eaux s'accumulant dans les cicatrices profondes sculptées par la glace. Beaucoup des grands lacs que nous connaissons aujourd'hui, Supérieur, Michigan, Huron, sont les vestiges de ce temps. Leurs bassins remplis par l'eau de fonte alors que la dernière glace disparaissait. Ces lacs devinrent plus que de simples caractéristiques géologiques. Ils étaient des réservoirs de vie, nourrissant les rivières et alimentant les plantes et les animaux qui réclameraient le monde autrefois gelé. Mais tous ces lacs n'étaient pas permanents. Certains étaient des fantômes de l'âge de glace, disparaissant aussi vite qu'ils apparaissaient, leurs eaux se vidant une fois la glace qui les retenait partis. D'autres rétrécirent en forme plus petite, leurs rivages massifs laissés derrière comme des souvenirs effacés, gravés dans la terre. Pour les gens de l'époque, ces changements devaient donner l'impression que le monde lui-même bougeait sous leurs pieds. Une génération pouvait grandir à côté d'un vaste lac, ses rives lointaines à peine visibles. La suivante pouvait trouver ce même lac parti, remplacé par une prairie ouverte, ou une nouvelle rivière courant là où aucune n'avait été avant. Dans l'espace de la mémoire humaine, la Terre était vivante, changeant de manière qui exigeait une adaptation constante. Ces inondations et lacs cachés n'étaient pas seulement des fins, c'étaient des débuts. Ils emportèrent les derniers vestiges du monde glaciaire et sculptèrent les paysages du présent. Ils créèrent les vallées fluviales où les futures civilisations s'élèveraient un jour. Ils laissèrent derrière eux des plaines fertiles, enrichies par les sédiments d'un âge disparu, et dans leur ruée et leur silence,
Ils marquèrent les luttes finales de l'âge de glace alors qu'ils cédaient à une terre plus chaude et plus verte. Mais alors même que les eaux remodelaient la terre, une autre histoire se déroulait. Le destin des géants qui avaient régné sur ce monde gelé pendant si longtemps. L'âge de glace fondait, et avec lui, beaucoup des créatures par qu'il avait définies allaient bientôt suivre. Alors que les glaciers se retiraient et que le monde se réchauffait, les grands animaux de l'âge de glace firent face à un défi qu'ils ne pouvaient surmonter. Pendant des dizaines de milliers d'années, mammouths, rhinocéros laineux, paresseux, terrestres, géants et tigres à dents de sabre avaient dominé leur monde gelé. Ils s'étaient adaptés parfaitement à une vie bâtie sur des vents froids et des prairies sans fin. Mais l'âge de glace finissait, et avec lui, la fondation même de leur survie commença à s'effriter. Le premier coup vint du climat changeant. Alors que les calottes glaciaires fondaient, la steppe à mammouth, la vaste prairie sèche, qui avait soutenu des troupeaux d'énormes brouteurs, commença à rétrécir. À sa place, les forêts rampaient vers le nord, leurs arbres se refermant sur une terre qui avait été jadis ouverte et sans limite. Pour des créatures bâties pour les plaines, ce nouveau monde était suffocant. Les herbes qui les avaient nourries disparaissaient sous des canopées de feuilles, remplacées par des plantes qu'ils étaient mal adaptés à manger. Mammouths et rhinocéros laineux ne pouvaient aller que jusqu'à un certain point avant que la forêt ne bloque leur chemin. Bisons des steppes et chevaux sauvages, jadis capables d'errer à travers les continents, trouvèrent leur domaine coupé en fragments. Les prédateurs qui dépendaient de ces grands troupeaux, loups terribles, tigres à dents de sabre et lions des cavernes, virent leurs réserves de nourriture diminuer. Petit à petit, la toile complexe de la vie de l'âge de glace commença à s'effilocher. Mais le climat seul n'était pas la seule force pressant sur ces géants. En même temps, les humains se répandaient dans chaque coin de leur monde, avec des outils aiguisés sur des milliers d'années et la connaissance passée à travers les générations, les chasseurs étaient devenus redoutables. Une seule bande d'humains, habiles armés de lances, pouvait abattre un mammouth. Ce qui avait été autrefois un exploit rare et dangereux devint plus fréquent, surtout alors que les populations croissaient et que les méthodes de chasse devenaient plus sophistiquées. Certains chercheurs soutiennent que ce n'est pas simplement la chasse qui a condamné les géants, mais la combinaison de la chasse et d'un climat qui se réchauffe. Les grands animaux étaient déjà sous pression, à cause des habitats rétrécissants et de la nourriture diminuant. Quand les humains arrivèrent, ils poussèrent à l'équilibre au-delà de son point de rupture. La preuve gît éparpillée à travers la terre. En Sibérie, des mammouths gelés gisent enterrés dans le pergélisol, certains avec des blessures qui ne pouvaient n'en venir que d'armes humaines. En Amérique du Nord, des sites d'abattage de mammouths montrent des signes clairs de chasse organisée avec des os brisés pour la moelle et la viande nettoyée proprement. Ce n'étaient pas des incidents isolés. Ils faisaient partie d'un motif plus large, un qui se jouait partout où les humains et la mégafaune se rencontraient. Et pourtant, même alors que beaucoup de ces géants disparaissaient, certains s'accrochaient à la survie. Sur une île arctique éloignée appelée Wrangel, une petite population de mammouths survécut pendant des milliers d'années après que leurs proches eurent disparu du continent. Ils diminuèrent en taille, devenant des versions plus petites, plus faibles de leurs ancêtres. Mais ils endurèrent, coupés du reste du monde par les mers montantes. Éventuellement, même eux disparurent. Mais leur longue survie se dresse comme un écho final d'un âge disparu. L'extinction ne fut pas rapide, elle se produisit par vagues, commençant dans certaines régions, tandis que les géants erraient encore dans d'autres. En Australie, beaucoup des grandes bêtes marsupiales étaient parties bien avant que les calottes glaciaires du Nord n'aient même commencé à fondre. Dans les Amériques, mammouths et dents de sabre tinrent bon, jusqu'à ce que le monde se réchauffant et la propagation des humains atteignent un point de bascule. Au moment où l'âge de glace céda finalement au climat actuel, les grands troupeaux s'étaient amincis jusqu'au néant, laissant derrière eux seulement des hôtes et du silence. Cette extinction redessina la Terre autant que les glaciers le fondant. Avec la perte des géants, des écosystèmes entiers changèrent. Les prairies, qui avaient été gardées ouvertes par des troupeaux de mammouths et de bisons, cédèrent plus rapidement aux forêts.
ou en fait. Les prédateurs qui avaient compté sur de grandes proies disparurent ou s'adaptèrent à des cibles plus petites. Et les humains, ne partageant plus la terre avec des bêtes imposantes, se trouvèrent dans un monde plus calme, plus vide. Pourtant des traces de cet âge sauvage demeurent. Le bœuf musqué survit dans la toundra arctique, un fragment vivant de la steppe. Les bisons errent encore en troupeaux plus petits, leurs ancêtres ayant enduré quand tant d'autres échouèrent. Même les éléphants d'aujourd'hui portent des échos des mammouths dans leur sang. Mais les géants qui définissaient jadis l'âge de glace n'existent maintenant que dans des restes gelés, dans des fossiles éparpillés, et dans la faible mémoire de ce que la Terre était autrefois. Leur disparition n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle. Avec les glaciers partis et les grandes bêtes s'effaçant, le monde changea une fois de plus, préparant la scène pour la montée d'une planète qui ressemblait de plus en plus à celle que nous appelons maintenant maison. Quand le dernier des grands animaux s'effaça et que les glaciers se retirèrent pour la dernière fois, le monde commença à changer, d'une manière qui aurait été méconnaissable pour ceux qui avaient vécu à travers l'apogée de l'âge de glace. Ce qui avait été autrefois une planète gelée, balayée par les vents de glace et de poussière, commença à s'adoucir. Les bords tranchants sculptés par les glaciers cédèrent à des formes plus douces, les rivières gonflèrent, les forêts avancèrent, et la terre commença une transformation lente du blanc au vert. Le réchauffement ne fut pas soudain, mais ses effets étaient partout. De vastes draps de glace qui avaient dominé les continents du Nord pendant des dizaines de milliers d'années rétrécirent vers les pôles. En leur absence, les vallées s'ouvrirent, les plaines s'étirèrent largement, et les cicatrices laissées par les glaciers en retraite se remplirent d'eau de fonte. Ces nouveaux lacs devinrent des ancres pour la vie, leurs rives bordées des premières pousses vertes de plantes réclamant la terre. Les herbes qui s'étaient jadis étendues sans fin à travers la steppe à mammouth commencèrent à céder la place aux forêts. Bouleaux et pins vinrent en premier, pionniers robustes capables de pousser dans un sol pauvre et des conditions froides, puis vinrent le chêne, l'orme et d'autres arbres à feuilles larges, se répandant vers le nord alors que le climat se stabilisait. En quelques milliers d'années, des régions qui avaient été des plaines sans arbres furent transformées en bois dense. L'horizon ouvert de l'âge de glace fut remplacé par une canopée de verre. Avec la forêt vinrent de nouveaux animaux. Les cerfs se déplacèrent dans les terres nouvellement ombragées, suivis par les sangliers et de plus petits brouteurs qui prospéraient parmi les arbres. Les loups, jadis chasseurs des grands troupeaux, s'adaptèrent à la forêt, devenant plus furtifs et plus spécialisés. Même les humains changèrent avec la terre. Ne suivant plus les vastes migrations de mammouths ou de bisons, ils apprirent à chasser les créatures comme plus insaisissables des bois, fabriquant arcs et flèches pour frapper à distance, et créant des outils adaptés non à la steppe, mais au monde ombragé sous les feuilles. Les rivières nées de la glace fondante transportaient des nutriments dans les terres, transformant beaucoup de ces régions en corridors fertiles de vie. Les poissons remplirent par les cours d'eau et les oiseaux nichèrent au bord de l'eau. Des zones humides se formèrent dans les creux, laissés par les glaciers en retraite, attirant une explosion de vie. Là où il y avait eu jadis un paysage de pénurie, il y avait maintenant abondance. Même les océans changèrent. Alors que les glaciers relâchaient leur eau dans les mers, les rivages se décalèrent vers l'intérieur. Les plaines côtières disparurent sous les vagues, mais à leur place, de nouvelles baies et estuaires se formèrent, grouillant de vie marine. Là où la mer rencontrait la terre, les humains trouvèrent certains de leurs terrains de chasse les plus riches, rassemblant coquillages et poissons le long des côtes et s'adaptant une fois de plus à un monde changeant. Mais cette transformation n'était pas seulement physique, elle remodela le rythme de la vie elle-même. L'âge de glace avait été un monde d'extrêmes, avec ses hivers sans fin et ses étés brefs et frénétiques. Maintenant, alors que le climat se réchauffait, les saisons devenaient plus équilibrées. Le printemps s'étirait plus longtemps. Les étés devenaient plus doux, les hivers s'adoucissaient. Le monde n'était pas moins exigeant, mais son rythme était plus doux, ses opportunités plus larges. Ce changement ouvrit la porte à quelque chose d'entièrement nouveau. Pour la première fois, les humains commencèrent à rester au même endroit pour de plus longues périodes. Ils cueillaient des plantes, chassaient du petit gibier et apprenaient à lire les cycles de l'environnement changeant. Lentement,
Timidement, ils commencèrent à façonner la terre, défrichant des parcelles de forêt, dispersant des graines et posant les premières pierres d'un avenir où ils ne suivraient plus seulement ce que la nature donnait, mais commenceraient à la modeler eux-mêmes. La renaissance de la planète n'était pas simplement la fin de l'âge de glace, c'était la fondation du monde que nous connaissons. Les forêts qui s'étendaient à travers l'Europe et l'Asie, les prairies qui restaient en Amérique du Nord, les rivières gonflées et les nouveaux lacs, tout cela devint la toile de fond pour la montée de la société humaine. De ces paysages verts viendraient les premières fermes, les premiers villages et finalement les premières villes. Pourtant, même dans cette terre plus verte, des rappels de l'âge de glace persistaient. Les grands lacs sculptés par les glaciers parsemaient encore les continents. Le vent portait encore la poussière des endroits où la glace avait jadis broyé la roche en poudre. Dans le grand nord, toundra et glace s'accrochaient encore au bord du monde, un écho pâle de l'âge qui était passé. La planète n'avait pas simplement récupéré de l'âge de glace, elle avait été refaite par lui. Chaque vallée et rivière, chaque plaine fertile, chaque forêt qui s'étendait dans le sillage des glaciers en retraite était un héritage de cette ère gelée. Des cicatrices de la glace vint un monde prêt pour quelque chose de nouveau, et l'humanité, n'étant plus juste une espèce de chasseur sur la steppe, était sur le point de faire son prochain pas en avant. Mais même alors que le verre se répandait sur la terre, la mémoire de l'âge de glace ne s'est pas effacée. Ces marques étaient écrites profondément dans les pierres et les sols de la terre, attendant ceux qui apprendraient un jour à les lire. Même après que le dernier des grands glaciers se fut retiré et que le monde eut verdi, l'âge de glace n'a jamais vraiment disparu. Ces traces restent tout autour de nous, gravées dans la surface de la terre et cachées profondément dans ses couches. Chaque vallée, sculptée par la glace, chaque rocher échoué loin de son lieu de naissance, et chaque bande de sédiments verrouillés dans la pierre est un rappel silencieux d'un monde qui gisait jadis gelé sous un ciel sans fin de neige et de vent. Les plus frappantes de ces traces sont les formes du terrain elles-mêmes. À travers l'Amérique du Nord et l'Europe, des vallées en forme de U portent la signature indubitable des glaciers. Contrairement aux rivières, qui creusent des chenaux étroits avec des chemins sinueux, la glace écurait tout sur son passage, laissant derrière elle des vallées larges et profondes, aux murs abrupts et au fond plat. Ces paysages sont les ombres des anciennes calottes glaciaires, preuve silencieuse mais indéniable de leur puissance lente et broyeuse. Éparpillés à travers les plaines, des rochers solitaires racontent une autre partie de l'histoire. Ces blocs erratiques, certains aussi grands que des maisons, furent transportés sur des centaines de kilomètres au sein de la glace et laissés derrière quand les glaciers fondirent. Ils reposent là où aucune montagne n'aurait pu les former, se dressant comme des monuments à des voyages Fossamei qui se terminèrent des milliers d'années avant que les premières villes humaines ne soient construites. Les lacs, aussi, sont des reliques du passé gelé. Les grands lacs, les Finger Lakes et d'innombrables plus petits à travers l'hémisphère nord furent sculptés par le poids des glaciers. Quand la glace se retira, ces cicatrices profondes se remplirent d'eau de fonte, devenant les géants d'eau douce que nous connaissons aujourd'hui. Chaque ride de leur surface est un vestige d'un âge où le monde était verrouillé dans la glace. Mais les murmures les plus délicates de l'âge de glace sont cachés dans des endroits que nous ne pouvons pas voir. Sous le Groenland et l'Antarctique, d'anciennes couches de glace retiennent des bulles d'air piégées depuis des centaines de milliers d'années. Les scientifiques foreinent profondément dans ces archives gelées, récupérant des carottes qui se lisent comme les pages d'un livre d'histoire. Chaque couche préserve un moment dans le temps, enregistrant l'atmosphère, la température, même la poussière transportée par des vents disparus depuis longtemps. De ces enregistrements gelés, nous avons appris comment l'âge de glace a commencé, comment il a respiré en cycle de froid et de chaleur, et comment il a finalement relâché son emprise. Dans les rochers sous nos pieds, il y a d'autres traces. Les plaines de l'Eus, vastes dépôts de poussière soufflés par le vent, laissés derrière durant l'âge de glace, s'étendent à travers la Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord. Ces couches de sol fin et pâles furent transportées par les vents de l'âge de glace et déposées en couvertures épaisses qui nourrissent encore les terres agricoles d'aujourd'hui.
Chaque récolte qui pousse de ces sols est un héritage silencieux des glaciers qui jadis écurèrent la terre à nu. Même les os de l'âge de glace demeurent, tirés du sol gelé et des cavernes profondes où ils ont dormi pendant des millénaires. Des mammouths, parfaitement préservés, leurs poils encore intacts, émergent du pergélisol sibérien. En Amérique du Nord, les os de mastodontes et de paresseux géants gisent enterrés sous les tourbières. En Europe, les crânes de lions des cavernes et de loups terribles reposent dans des cavernes autrefois éclairées par les feux des premiers humains. Ces restes ne sont pas juste des fossiles, ce sont des connexions directes à un monde où le froid et la survie façonnaient tout. Les histoires écrites dans la pierre et la glace ne sont pas juste à propos du passé. Elles sont un rappel de la profondeur avec laquelle l'âge de glace a façonné le monde dans lequel nous vivons maintenant. Les sols fertiles, les vallées fluviales, les côtes, tout cela a été sculpté dans cette ère gelée. Même la distribution des plantes et des animaux à travers les continents a été mise en mouvement par l'avancée et le retrait lent des glaciers. Marcher à travers ces lieux aujourd'hui et se tenir dans l'empreinte de ce monde disparu. Un randonneur traçant le bord d'une vallée glaciaire. Un fermier retournant la poussière riche d'une ancienne plaine de l'Eus, ou un scientifique tenant un éclat de défense de mammouth. Tous touchent la même histoire. Une histoire écrite non pas avec des mots, mais avec la pierre, l'eau et l'os. Pourtant ces traces ne sont pas seulement des rappels silencieux de ce qui fut, ce sont des indices, des pièces d'un puzzle que nous assemblons encore. Chaque vallée cartographiée, chaque carotte de glace forée et chaque fossile découvert approfondit notre compréhension non seulement de l'âge de glace, mais des forces qui façonnent encore notre planète aujourd'hui. Et alors que nous suivons ces murmures à travers la pierre et la glace, nous trouvons que le passé n'est pas parti. Il vit sous nos pieds, caché dans les paysages que nous voyons chaque jour. L'âge de glace peut s'être terminé il y a des milliers d'années, mais ses empreintes sont encore partout. Chaque fois que nous regardons une carte, chaque fois que nous sortons et voyons la forme d'une vallée, le cours d'une rivière ou le contour d'une côte, nous regardons l'héritage de ce passé gelé. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas séparé de l'âge de glace. C'est le monde que l'âge de glace a laissé derrière lui. Les échos les plus évidents sont dans la Terre elle-même. Les grands lacs, creusés par le poids broyeur des glaciers, retiennent encore 1/5 de l'eau douce de la planète. Les collines douces de la Nouvelle-Angleterre et les plaines de l'Europe du Nord sont drapées de sédiments glaciaires. Leur sol rendu fertile par la poussière et la roche laissée derrière alors que la glace se retirait. Même les cours sinueux de nombreuses rivières modernes furent d'abord tracés par le torrent d'eau de fonte qui se déversa des glaciers à la fin de l'âge de glace. Dans le Grand Nord, l'âge de glace n'est pas juste de l'histoire. Il est encore présent. La toundra de Sibérie, d'Alaska et du nord du Canada reste gelée pour une grande partie de l'année. Son pergélisol verrouillant les restes d'un monde qui fut autrefois. Dans ce sol gelé, les os de mammouth émergent encore aux côtés de traces de plantes et même de bactéries qui dorment depuis les jours les plus froids du Pléistocène. Notre atmosphère aussi porte encore les marques de l'âge de glace. Les niveaux de dioxyde de carbone et les rythmes du climat de la Terre furent façonnés en partie par ces cycles gelés. Les motifs des courants océaniques et du vent, les systèmes même qui portent les tempêtes et les pluies à travers la planète, furent influencés par la façon dont les glaciers sculptèrent les continents et décalèrent le poids de la croûte terrestre. Même aujourd'hui, la planète se réajuste encore de l'immense fardeau de glace qui jadis la pressait vers le bas, la Terre montant millimètre par millimètre dans un rebond lent qui commença il y a des milliers d'années et n'a pas encore fini. L'héritage de l'âge de glace est écrit dans les vies des animaux également. Les bisons errent encore dans les plaines d'Amérique du Nord, descendant de troupeaux qui broutaient aux côtés des mammouths. Les bœufs musqués, hirsutes et inflexibles restent sur la toundra arctique, inchangés depuis leurs ancêtres de l'âge de glace. Les rennes et caribous qui migrent à travers le nord chaque année suivent des chemins sculptés non seulement par l'instinct, mais par une mémoire plus vieille que l'histoire humaine. Une mémoire enracinée dans l'âge de glace et de vent. Même en nous, les échos demeurent. Les migrations de nos ancêtres furent guidées par le monde de l'âge de glace.
Les humains traversèrent des ponts terrestres exposés par des mers basses, suivirent les troupeaux à travers la steppe à mammouth et apprirent à survivre dans un froid qui aurait tué les non préparés. Les compétences forgées en ce temps, feu, outils, coopération, ne s'effacèrent pas avec la glace fondante. Elles devinrent les fondations de tout ce qui suivit. Dans les paysages que nous cultivons, dans les racines de nos rivières et la forme de nos côtes, dans les animaux qui marchent encore dans la toundra et dans les os enterrés sous nos pieds, l'âge de glace n'est jamais loin. Il a façonné la terre et à bien des égards, il nous a façonnés. Mais peut-être l'écho le plus frappant de tous est celui-ci. L'âge de glace nous rappelle à quelle vitesse le monde peut changer. Des écosystèmes entiers vinrent et s'en allèrent. Les mers montèrent et tombèrent. Des géants marchèrent sur la terre et disparurent pour toujours. Et à travers tout cela, la vie s'adapta. Elle survécut. Elle trouva de nouveaux chemins vers l'avant. Le monde gelé peut être parti. Mais son histoire n'est pas finie. Elle continue dans le sol sous nous, dans les fossiles que nous découvrons et dans les paysages qui s'étendent autour de nous. L'âge de glace n'est pas juste un chapitre du passé, c'est le prologue du présent. Et alors que nous nous tournons de ces échos vers le monde que nous connaissons maintenant, nous pouvons enfin prendre du recul et regarder le balayage complet de cet âge gelé. De son premier froid rampant à ses dernières traces persistantes, si vous pouviez retourner dans l'âge de glace maintenant, pas à pas, passer les forêts et rivières du présent et dans ce monde gelé, la première chose que vous remarqueriez serait le silence. Le vent bougerait encore et la neige tomberait encore. Mais il y aurait une immobilité profonde sous tout cela. Le genre qui ne vient que lorsque le temps lui-même semble s'étirer plus large que vous ne pouvez l'imaginer. Vous verriez l'horizon s'ouvrir sur de vastes plaines, où le ciel semble plus grand que la terre en dessous. Vous regarderiez des troupeaux de mammouths se déplacer lentement à travers la steppe, leur souffle montant en nuages contre l'air pâle. Au loin, des bisons brouteraient en ligne, qui sembleraient continuer pour toujours. Et loin au-delà d'eux, les formes faibles des prédateurs suivraient, silencieuses et patientes. Le froid mordrait votre peau, mais le monde lui-même semblerait vivant, d'une manière qui est difficile à trouver aujourd'hui. Un monde d'échelle brute, non filtré. Vous pourriez vous arrêter au bord d'un glacier, son mur s'élevant comme une falaise gelée, la glace bleue luisant là où la lumière du soleil la frappe. L'eau ruissellerait le long de sa face en mince courant. Le début de rivières qui sculpteraient un jour leur chemin à travers des continents entiers. Le son de cela serait bas et régulier. Un rappel que même les plus puissants murs de glace ne sont jamais vraiment immobiles. Ils respirent, ils se décalent et finalement ils lâchent une prise. Et puis, si vous vous détourniez de la glace et marchiez dans les terres, vous trouveriez des traces de vie humaine, un petit cercle de huttes construites d'os et de peau, de la fumée montant d'un feu au centre. Vous verriez des empreintes dans la neige, des outils étalés pour l'aiguisage, et des chasseurs revenant de l'horizon, leurs visages marqués par le vent et le soleil. Ces gens regarderaient la même terre gelée, non pas avec émerveillement, mais avec familiarité. Pour eux, ce n'était pas un passé lointain, c'était la maison. Marcher à travers ce monde serait voir la terre sous l'une de ses formes les plus honnêtes. Pas de ville, pas de route, pas de mur, seulement le travail lent et patient de la nature, sculptant et façonnant tout sur des millénaires. L'âge de glace n'était pas une prison gelée. C'était un enseignant, un sculpteur et à sa manière, un début. Et bien qu'il soit parti, sa présence n'est jamais vraiment partie. Elle s'attarde dans les vallées et les lacs sculptés par ses glaciers, dans le sol qui nourrit nos récoltes, dans les animaux qui errent encore aux bords les plus froids de la planète. Elle vit dans notre propre histoire, dans les feux que nos ancêtres construisirent et les outils qu'ils portèrent à travers la neige sans fin. Si vous vous tenez dehors par une nuit d'hiver, quand l'air est coupant et le monde immobile, vous pouvez presque le sentir. Une mémoire qui n'est pas la vôtre, écrite dans les pierres sous vos pieds, portée dans le vent, murmurée par le poids tranquille du temps lui-même. L'âge de glace n'est pas juste quelque chose que nous avons laissé derrière, c'est quelque chose qui a façonné le sol sur lequel nous marchons et les vies que nous vivons. Son histoire est écrite dans le monde, et si vous écoutez assez attentivement, elle est toujours là, faible mais régulière,
comme des pas dans la neige ancienne. Et ainsi, alors que nous laissons ce monde gelé derrière nous, nous le portons avec nous. Chaque glacier, chaque troupeau, chaque camp éclairé par le feu de nos ancêtres a mené à ce moment. L'âge de glace est parti, mais son histoire reste gravée dans la terre et en nous. Quand vous regardez la terre, les rivières, les collines, l'étendue tranquille du ciel, vous voyez son héritage. Quand vous sentez le frisson du vent d'hiver, vous touchez quelque chose d'ancien. Un faible écho d'un monde où la survie était le seul langage et où la neige ne s'arrêtait jamais vraiment de tomber. Nous marchons maintenant dans un âge différent, un de chaleur et de changement, mais nous sommes façonnés par celui qui est venu avant. Et peut-être qu'en sachant cela, nous pouvons mieux voir notre place dans l'histoire, non pas comme séparée d'elle, mais comme sa continuation. L'âge de glace ne finit jamais vraiment. Il s'attarde dans la pierre, dans l'eau, dans la mémoire et dans le calme. Si vous faites une pause assez longue pour écouter, il est toujours là, à attendre.